Il est transporté seul dans un monde complètement différent, où il est forcé de se battre avec des monstres et des gobelins pour survivre chaque jour. Rien ne change cependant, car même dans son propre monde, Haru était un loser solitaire dont l'avenir était plus sombre qu'un trou noir. Personne n'a jamais fait attention à lui parce qu'il ne s'est jamais intégré à aucun des groupes de la classe, qui était divisé en un groupe de délinquants méchants, les putes de l'école, les adeptes de Sigma Samsulek, les nerfs dégoûtants et transpirants, et enfin, les bonnes filles qui ont un bâton dans le cul. Il pose à nouveau sa tête sur le bureau, sachant qu'il n'y a pas de place pour un abruti comme lui dans ce monde, quand soudain tous les camarades de classe se mettent à agir comme de grands idiots en fixant un cercle doré et lumineux qui émerge dans la salle de classe. Comme Haru est un abruti comme eux, il a déjà lu tous les mangas et sait qu'ils vont être transportés dans un autre monde. Mais c'est trop de travail pour lui, alors il décide de se retirer et essaie littéralement de s'éloigner de la situation. Malheureusement, la porte est fermée hermétiquement par le Flex Seal, et même s'il subit de nombreux dégâts, il ne peut pas la briser pour s'enfuir. Bientôt, le cercle magique recouvre toute la salle de classe et les élèves commencent à être aspirés. Mais Haru a regardé beaucoup trop de films de Mission Impossible, et il saute dans le conduit d'aération pour s'échapper. La chance n'est pas de son côté, car le cercle entre dans le conduit d'aération et l'aspire dans un vide blanc et sans fin. Il regarde autour de lui, se demandant où est passée toute sa classe, et attend qu'un roi moche et une fille canonne l'accueil, mais rien ne se passe. Il aperçoit bientôt un vieil homme qui court vers lui et qui, pour une raison quelconque, essaie d'interagir en langage des signes. D'une manière ou d'une autre, Haru parvient à comprendre le vieil homme et se rend compte que tous ses camarades de classe ont été convoqués avant lui et transportés dans un monde différent après avoir choisi une compétence spéciale. Le vieil homme lui dit de le suivre, car il doit lui aussi choisir une compétence. Mais sur les 50 compétences, 43 ont déjà été choisies, il n'y a donc plus de compétences de triche disponibles. Il se rend compte qu'il va devoir choisir une compétence nulle pour survivre dans le nouveau monde, mais ses espoirs et ses rêves s'effondrent une fois de plus lorsqu'il remarque qu'une méduse possède de meilleures compétences que celles qui lui restent, et qu'elle commence à secouer le vieil homme comme une maraca. Il hurle au vieil homme de s'approvisionner en meilleures compétences ou d'apprendre à mieux compter et à ne pas invoquer d'autres personnes s'il n'a pas assez de compétences. Le vieil homme s'énerve et le repousse, affirmant qu'une personne comme lui, qui a l'épiderme d'une boule de bowling, ne survivrait pas même avec les meilleures compétences, alors il lui donne simplement toutes les compétences restantes et le pousse vers le nouveau monde. Il n'en croit pas ses yeux lorsqu'il se retourne et voit une immense forêt l'entourer. Alors qu'il est seul, effrayé, il aperçoit soudain une pochette sur le sol et la ramasse pour découvrir qu'elle a une capacité de transport illimitée, ce qui est un objet plutôt décent, mais même avec cela, tout ce qu'elle contient est aussi basique que ma petite amie. Il vérifie rapidement son niveau et tente de consulter ses statistiques, mais 2 dés apparaissent soudain à l'écran. Il les lance et les 2 dés se transforment en M. Il n'a aucune idée de ce que cela signifie, mais les statistiques lui disent de tout mettre sur une seule compétence. Il se demande si M signifie moins ou quelque chose comme ça, alors il décide de jouer la carte de la sécurité et de tout miser sur la stat de chance. À sa grande surprise, M signifie maximum, et ses statistiques de chance sont maintenant au maximum. Il découvre également que, puisqu'il est un incel si solitaire, Dieu lui a donné une capacité de pitié qui lui permet d'apprivoiser les bêtes sauvages. Il regarde autour de lui pour voir si ses camarades de classe sont là, mais il n'y a personne en vue. Il décide donc d'aller de l'avant et de construire sa propre maison en s'inspirant des 2 gars sur YouTube qui construisent des maisons avec de la boue. Il commence à marcher dans la forêt, craignant qu'un énorme monstre ne lui fasse de l'œil, alors il sort un autre objet de compétence, les lentilles de contact. À sa grande surprise, dès qu'il les met, il acquiert la capacité de voir les statistiques de différentes choses, ce qui est une capacité très importante et utile. Il se rend compte que ses capacités semblent être bien plus que ce que leur nom implique et il avance joyeusement en vérifiant son environnement pour trouver des herbes qui peuvent améliorer sa santé, des champignons antivenimeux, et bien plus encore. Avec son sac infini, il peut facilement en collecter autant qu'il le souhaite et les vendre comme médicaments pour en tirer un énorme profit. Après s'être réhydraté comme un vrai mâle Sigma, il se remet à marcher dans les forêts, où il trouve soudain l'ouverture d'une grotte. Il prie Dieu pour qu'il n'y ait pas de monstre à l'intérieur, puis entre dans la grotte pour y trouver quelque chose d'utile. La grotte devenant rapidement très sombre, il sort sa lanterne et sa tente magique, qu'il peut facilement installer ici et vivre en paix. À la nuit tombée, Haru s'est installé plus confortablement que Bear Grylls. Il ramasse des brindilles et, grâce à sa magie de température, y met le feu, ce qui éloignera également les bêtes. Il vérifie une fois de plus ses statistiques et s'aperçoit que plusieurs de ses compétences ont augmenté, mais il est trop fatigué pour les vérifier et finit par s'endormir. Le lendemain matin, il se réveille en sursaut,
vérifie les alentours pour s'assurer qu'il est toujours en sécurité et se rend compte que ses techniques pour repousser les monstres ont parfaitement fonctionné. Il commence à avoir faim, allume un autre feu et sort sa poêle avant de faire revenir des champignons et du bœuf séché, comme un vrai youtubeur culinaire. La nourriture s'avère plutôt bonne, et il se demande s'il peut vivre ici en tant que fermier musclé, mais se rend compte qu'il n'a pas de protéines en poudre. Il sort à nouveau de la grotte, où il trouve un tas d'herbes qui peuvent l'aider à gagner du muscle. Alors qu'il ramasse les herbes, il entend du bruit derrière lui et découvre une bande de gobelins stupides en train de ramasser quelque chose sur le sol. Il est immédiatement effrayé comme la grosse mauviette qu'il est et se cache derrière des buissons pendant que les gobelins sans cervelle se mettent à chanter « Scabby Toilette ». C'est là que Haru dépasse les bornes et sort son bâton. Avant d'être atteint par la pourriture du cerveau, il se demande si son bois sera suffisant pour venir à bout des deux gobelins. Mais par précaution, il se protège et se précipite vers eux avant de frapper l'un des gobelins sur sa grosse tête. Cela réveille quelque chose en lui et il commence à frapper la pauvre bête comme une pinata jusqu'à ce qu'elle soit assommée sur le sol. L'autre gobelin prend peur mais attaque quand même Haru. Heureusement pour Haru, les attaques du gobelin sont assez faciles à lire, et il esquive facilement les coups avant de le frapper à la tête et de tirer une petite décharge magique qui scelle l'affaire. Après cela, il se lave le visage alors que le soleil commence à se coucher et décide de rentrer chez lui, car il a beaucoup travaillé aujourd'hui. Après être rentré dans sa grotte, il fait griller des champignons comme un vrai clochard et vérifie ses statistiques, pour découvrir que plusieurs capacités ont augmenté de niveau. C'est une très bonne nouvelle, mais en même temps, il se demande ce que les gobelins lui feront s'ils le trouvent tout seul dans une grotte vide. Il chasse rapidement ses pensées terrifiantes et se réchauffe un peu en faisant de l'exercice avant d'aller se coucher. Le lendemain matin, il se réveille à nouveau, mais ne trouve que des champignons pour son petit déjeuner, ce qui devient déjà ennuyeux. Il se demande s'il peut trouver de la viande, mais se souvient immédiatement que les végétaliens de sa classe le mangeraient tout cru s'il disait cela. Il se lève rapidement et augmente ses statistiques avec un peu de magie avant de partir pour la journée, son fidèle bois à la main. Il trouve rapidement un objet sur le sol, qui s'avère être un champignon de merde. Il le jette par terre et se met à chercher de la viande, qui pousse sur les arbres, comme un parfait imbécile. Bientôt, il reprend ses esprits et décide qu'il devrait simplement commencer à travailler ses compétences magiques et booster ses statistiques une fois de plus. Après cela, il commence à courir à travers la forêt et, à sa grande surprise, sa vitesse a été multipliée par plusieurs, son corps se sentant très léger et rapide. De plus, ses attaques semblent plus rapides et plus puissantes. Il décide donc de tester cela sur un groupe de gobelins qui se trouve à proximité. Il saute immédiatement dans la bataille et frappe le premier gobelin avec son bois avant de frapper le second sur la tête. Cela semble rendre les gobelins furieux, car le plus costaud d'entre eux saisit une massue, mais Haru se cache derrière des buissons, comme un lâche, et s'enfuit en douce. Il décide qu'il en a eu assez pour la journée et retourne dans sa grotte, où il réfléchit à ce qu'il a fait ce jour-là avant de commencer à travailler sur des projets de bricolage, comme la création d'une table IKEA, après plusieurs essais et erreurs. Le lendemain matin, il est devenu assez bon et parvient à assembler un tabouret et une table basse tout seul. Maintenant qu'il sait construire, il décide de renforcer sa sécurité et crée une porte en bois à l'entrée de sa grotte pour s'assurer que personne ne peut y entrer sans sa permission. Ce soir-là, il part chasser du petit gibier, car il ne peut plus se passer de viande. La chance est de son côté, car il parvient à apercevoir un lapin qui s'enfuit dans la forêt, et il l'attrape comme un chat sauvage. Il commence à sourire comme un monstre à la pensée de la délicieuse viande, quand soudain, il sent la présence d'autres personnes dans la région et se met en mode alerte. Il regarde autour de lui et, à sa grande surprise et à son grand désarroi, il trouve le groupe de délinquants qui se dirige vers lui. Il se cache donc derrière des buissons et commence à s'éloigner tranquillement, mais ses sens idiots recommencent à s'éveiller. Il utilise rapidement ses capacités visuelles spéciales, qui lui permettent de voir tout ce qui l'entoure, et à sa grande surprise, il aperçoit les pensées de la classe qui marchent vers lui d'un côté, tandis que les amateurs de Sam Sulek et les nerds effrayants marchent de l'autre côté. Il décide qu'il ne veut rien avoir à faire avec eux, quand il aperçoit soudain les filles végétaliennes menées par la présidente de la classe. Il laisse partir le lapin et se demande s'il ne devrait pas rencontrer la présidente de la classe puisqu'elle a été gentille avec lui et qu'il la connaît depuis le CP. Mais il s'en empêche par sa seule volonté en pensant à la sensation extraordinaire que procure le fait d'être son propre patron, et il décide qu'il va conquérir ce monde tout seul. Alors qu'il célèbre son statut d'incel, il s'emporte et fait du bruit, ce qui attire immédiatement l'attention des délinquants. Effrayé à l'idée d'être découvert et coincé, il saute immédiatement dans les buissons, se cachant du délinquant. Ce dernier, cependant, remarque que quelque chose ne va pas et se dirige immédiatement vers les buissons pour vérifier, mais heureusement, un lapin sauve Haru. Alors que les délinquants, ennuyés, se détournent et s'en vont,
ils décident de les suivre jusqu'au bord d'une rivière où ils s'assoient tous et commencent à parler de choses quotidiennes dont les gars parlent habituellement. Haru est dégoûté par leur comportement sans père et se rend compte que la déléguée de classe est très raisonnable et ne tombera jamais dans le panneau. Soudain, il s'aperçoit que les délinquants ont attrapé l'un des nerds, Tanaka, et l'utilisent comme Google pour obtenir toutes les réponses sur leurs capacités. Il se dirige rapidement vers l'amont pour retrouver le reste des camarades de classe, mais Haru n'est pas intéressé par cela, il retourne donc dans sa grotte et commence à préparer des champignons. En vérifiant ses statistiques, il remarque que sa compétence de solitaire a été augmentée parce qu'il a décidé de rester à l'écart de ses camarades de classe. Mais même après cela, il est toujours au niveau 3, probablement à cause de sa compétence maître des nonnes, qui est en fait un tas, car il ne peut pas se concentrer sur l'amélioration d'une seule compétence. En même temps, il est très bon dans presque tous les domaines. L'autre compétence, nommée tête de bloc, est un mystère total pour lui, car il s'agit d'une insulte. Il décide de se débarrasser de ses angoisses en mangeant avec stress comme une américaine moyenne et se rendort. Plus tard dans la nuit, il n'arrive pas à dormir car quelqu'un fait beaucoup de bruit à l'extérieur, alors il sort, s'attendant à trouver les délinquants, mais au lieu de cela, il trouve les intellos dans une bataille acharnée contre les gobelins. Il semble aussi doué en arts martiaux que Joe Biden, ce qui fait rire Haru qui se demande s'il ne devrait pas les aider. Mais tout change lorsqu'il vérifie leurs statistiques et se rend compte qu'ils ont des compétences de triche incroyables par rapport à celles qu'il possède encore, et qu'ils sont également d'un niveau bien supérieur au sien. Il se souvient que sa classe est remplie d'étudiants de haut niveau, qu'il s'agisse d'athlètes, d'intellos intelligents ou d'enfants de célébrités, ce qui fait de lui le seul élève moyen de la classe. Il décide de se rendormir, car les intellos peuvent se défendre, quand soudain il sent une présence, ce qui le met en état d'alerte. Il se retourne et aperçoit deux gobelins qui s'approchent des intellos par derrière, prêts à leur enfoncer leur gourdin dans le cul. Mais Haru se sent mal pour eux et décide de leur donner un coup de main. Il s'élance immédiatement et frappe les deux gobelins d'un seul coup de son épée bâton, ce qui a pour effet de les assommer. Les nerds se retournent, surpris de voir Haru ici, mais ils le remercient pour son aide. Tandis que Haru les ramène vers sa grotte, les nerds sont choqués de voir une grotte aussi étonnante, complètement impeccable et remplie de toutes sortes d'objets utiles, et pas même un seul oreiller de body anime. Ils demandent, comment diable a-t-il réussi à faire tout ça? Et Haru répond qu'il connaît la magie de la terre et d'autres compétences magiques mineures qui l'ont aidé à mettre tout ça en place. Il demande ensuite aux nerds ce qui est arrivé aux autres camarades de classe, ce qui semble faire taire tout le monde. L'intello à lunettes baisse les yeux avant de dire à Haru qu'ils sont en fuite en ce moment. Haru est surpris et demande ce qu'il veut dire. Il explique que le jour où ils ont été transférés dans ce monde, ils étaient tous en état de choc car ils n'arrivaient pas à croire ce qui se passait. Mais les nerds ont rapidement compris la mission, car ils ont réalisé qu'ils se trouvaient dans un monde alternatif et qu'ils avaient des compétences de tricheurs. Les salopes pleuraient et les putes s'ennuyaient, mais la déléguée de classe essayait de calmer tout le monde. Le délinquant a remarqué que les intellos n'étaient pas aussi effrayés par ce changement soudain et les a menacés de les frapper s'ils ne leur disaient pas tout ce qu'ils savaient sur ce monde. Mais avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, ils ont été encerclés par une bande de gobelins. Toutes les putes se sont mises à pleurer, et même les délinquants ont commencé à se comporter comme des biches en se réfugiant dans leur coin. Mais c'est le moment qu'attendent tous les nerds du monde, et les nerds ont pris les choses en main. Ils ont immédiatement pris le contrôle de leurs capacités et ont utilisé leur connaissance des mondes fantastiques pour vaincre facilement les gobelins. Les fans moyens de Sam Sulek ont décidé de les aider et, ensemble, ils ont réussi à vaincre tous les gobelins de la zone. La déléguée de classe a rapidement repris les choses en main et les a tous conduits dans une zone dégagée, près du lit de la rivière, où ils pouvaient voir le danger qui s'approchait d'eux. Peu après, les intellos ont aidé tout le monde à comprendre les principes de base, et tous ont établi des campements pendant que la déléguée de classe répartissait le travail entre eux. Tout se serait bien passé si toute la classe avait travaillé comme une seule unité, mais en réalité, les Wu ont été les premières à décider qu'elles ne voulaient pas monter des tentes et travailler, alors elles sont parties d'elles-mêmes. Réalisant que le départ était une option, les délinquants ont décidé de se débarrasser d'eux également. La déléguée de classe a essayé de les arrêter tous, mais elle a échoué lamentablement et, petit à petit, la classe entière s'est divisée en plusieurs groupes qui sont partis chacun de leur côté. Il ne restait plus que la déléguée de classe, les intellos et une poignée d'autres élèves qui essayaient de travailler en équipe. Mais comme tous les autres étaient incompétents, les intellos ont été obligés de prendre en charge la majeure partie du travail, y compris la bataille contre les gobelins et la protection de leur camp contre les attaques. Ils voulaient aussi augmenter leur niveau le plus rapidement possible, car ils voulaient être à l'abri des deux compétences les plus dangereuses, qui permettent de contrôler tout le monde. Malheureusement, les deux compétences ont été prises par les délinquants, qui ne sont pas dignes de confiance, et le seul moyen d'échapper à ce sort est d'avoir un haut niveau de résistance à la magie. Les délinquants l'ont rapidement appris et, pour contrecarrer l'action des nerds, ces inutiles gâchis d'oxygène ont commencé à monter en niveau pour s'assurer que leurs compétences règnent en maître et qu'ils peuvent prendre le contrôle de tous les autres. Les nerds ont fait part de leur plan aux délégués de classe,
qui a décidé de s'entraîner et de monter en niveau lui aussi. Finalement, après quelques jours, les délinquants ont réussi à apprendre le contrôle mental et, à leur grande surprise, ils ont trouvé la déléguée de classe en train de se promener à proximité. Ces dégénérés sans valeur tentent immédiatement d'utiliser leur sort sur elle, mais la déléguée de classe a d'autres projets et leur assène un coup de tasée, les forçant à se mettre à terre. Les intellos les ont aidés à les ramener au camp où leurs plans ont été révélés, et les délinquants ont donc été expulsés du groupe. Malheureusement, ce n'était pas la fin heureuse qu'ils attendaient, car ces perdants au QI nul ont décidé de s'en prendre à leurs propres camarades de classe et ont commencé à brûler les camps et à poursuivre les intellos pour leur donner une leçon. Le camp entier a été détruit, car personne n'a osé s'opposer aux délinquants avec leur capacité de contrôle mental, ce qui a vraiment brisé les nerfs qui avaient travaillé si dur pour le camp. De plus, les putes de la classe ont commencé à montrer leur caractère de pute en blâmant les nerds pour tout, disant qu'ils n'auraient pas dû se battre avec les délinquants alors qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire. Peu à peu, la classe entière s'est retournée contre eux, et seule la déléguée de classe a pris leur défense. Mais comme la situation était trop gênante, ils décidèrent de partir. Haru, stupéfait d'entendre tout cela, les a serrés fort dans ses bras, affirmant qu'ils étaient de vrais héros, et il a décidé de les inviter à une fête où ils se sont gavés de champignons comme Mike Tyson sur un podcast. Le lendemain matin, Haru leur a fait ses adieux avec un sac rempli de champignons, tandis que les nerds lui ont demandé s'ils voulaient rejoindre leur équipe, car c'est lui qui est le plus proche des nerds. Ils ont affirmé qu'ils se rendaient dans la ville voisine pour devenir des aventuriers, mais Haru leur a dit d'aller se faire foutre car il est un solitaire, et il les a littéralement chassés comme un chien. Haru décide de prendre des nouvelles de ses camarades de classe, en particulier du délégué de classe, mais en chemin, il tombe sur un loup enragé. Le monstre le mord au bras, mais Haru réussit à le frapper à la tête, l'assommant avant de poursuivre sa route. À la tombée de la nuit, il trouve la zone où ses camarades de classe ont campé plus tôt, mais il n'y trouve que les restes d'un campement. Il utilise rapidement ses talents de pisteur et commence à suivre les traces de pas lorsqu'il sent soudain que les loups viennent droit sur lui, alors il essaie de se cacher et de s'éloigner. Malheureusement, Léo le découvre et lui crie d'arrêter, mais il court comme un fou, sachant qu'il ne devrait pas planter son bois dans la folie. Mais Léo le force à s'arrêter et lui demande s'il sait où se trouvent les intellos. Il lui demande s'ils veulent que les nerds fassent des courses pour eux, mais Léo lui disent de se taire, car elles ont réalisé leur erreur et le fait qu'elles étaient en vie jusqu'à présent grâce aux nerds. Il leur dit de laisser tomber, car les intellos sont partis depuis longtemps, et les putes ne peuvent les poursuivre que si elles savent comment satisfaire tous les monstres sur le chemin. Il essaie de s'assurer qu'elles ne courent pas après les nerds et ne meurent pas inutilement, mais à sa grande surprise, les houles se mettent à pleurer sans raison. Elles commencent à crier qu'elles voulaient simplement s'excuser, et le capitaine des houles supplie Haru de leur apprendre à survivre jusqu'à ce qu'elles retrouvent les intellos. Les poules promettent de lui donner le Super Ultra Guac Guac 2000, après avoir craché sur son truc s'il accepte de leur enseigner, alors Haru accepte. Les filles le suivent comme une bande de chiots perdus dans les bois et attaquent tout ce que Haru tue. Il remarque que l'une d'entre elles est blessée, alors il lui donne un peu de sa potion, mais l'idiote ne comprend pas que ce n'est pas du champagne et la jette tout simplement sur Haru. Il en a tellement marre de ces idiotes qu'il commence à se demander quand il pourra retourner dans sa grotte et se détendre, quand la déléguée de classe le remarque en train de s'évanouir. La déléguée semble heureuse de le trouver et l'appelle par son nom, mais Haru est trop préoccupé par ses projets pour la regarder, mais elle réussit à attirer son attention en lui criant dessus. Haru est choqué de voir la déléguée de classe juste à côté de lui et se demande s'il va enfin avoir une chance de marquer avant que les délinquants ne les attaquent à nouveau. La déléguée de classe, quant à lui, n'a pas l'air d'apprécier la façon dont il se promène avec des filles à cette heure tardive de la nuit et lui demande « Pourquoi ces pensées Instagram te suivent-elles ?» Haru tente de fuir ces questions, mais les autres filles qui suivent la déléguée de classe commencent à le fixer du regard, tandis que la déléguée de classe lui dit de rester où il est. Alors qu'elle demande aux pensées ce qu'il a fait, Haru ne veut même pas se faire aider par ses pensées de toute façon et veut simplement retourner à ses habitudes d'incel en vivant seul, mais il est forcé de rester assis pendant que les autres filles discutent de ce qui est censé être fait à propos de leur situation. Haru décide de pratiquer un peu de magie pendant qu'il y est et commence à chanter quelques sorts de magie terrestre, qui finissent par mal tourner puisqu'il se retrouve coincé sous terre. La déléguée de classe s'inquiète pour lui, mais comme son jeu d'extraction est puissant, elle le libère facilement du sol. Elle finit par conclure que Haru est en fait inoffensif et qu'il voulait juste aider les pensées en échange de quelques tops négligés, qui peuvent être déduits en tant que dépenses professionnelles. Elle et son équipe de filles s'excusent de l'avoir harcelé, mais Haru veut simplement partir et jouer avec son bois dans sa maison. Mais lorsqu'il mentionne sa maison, les filles s'intéressent à lui et lui demandent s'il est né ici. Haru se rend compte que ces filles ont le QI collectif d'un grille-pain et leur dit qu'il est venu au monde comme elles, mais qu'il avait du temps libre et qu'il s'est donc fait une maison. Les chercheuses d'or recommencent immédiatement à se réunir en groupe, et la déléguée de classe demande « Quelle est la taille de votre maison ?» Et d'après la façon dont il l'a conçue, elle pourrait accueillir environ 200 personnes, mais il faudrait déplacer quelques meubles et vider la piscine intérieure.
La déléguée de classe est très jalouse de la réussite de Haruka et, bien qu'elle déteste l'importuner, elle lui demande si elle et les autres filles peuvent passer la nuit chez lui, car elles sont toutes sans abri à l'heure actuelle. Haruka panique parce que c'est une chose d'inviter des garçons à passer la nuit chez lui, mais il s'agit d'une classe entière de filles, et il a du mal à se contrôler. Une fois qu'il s'est calmé, Haruka commence à les conduire chez lui. Mais grâce au temps qu'il a passé à parcourir ces bois, Haruka est bien plus doué pour se déplacer. L'une de ses compétences lui donne même des indications utiles pour le guider dans la bonne direction. Haruka finit par rentrer chez lui avec les filles, et après avoir repris leur souffle, elles sont stupéfaites par la magnificence de la maison d'Haruka. Cela fait si longtemps qu'elles n'ont pas eu de toit au-dessus de leur tête ou qu'elles n'ont pas connu les merveilles de la plomberie intérieure, alors dès que Haruka mentionne qu'il y a une baignoire dans cette direction, les filles se mettent à courir frénétiquement vers elle et à se déshabiller juste devant Haruka. Il n'est pas question pour lui de passer une nuit entière dans la même pièce qu'elle, alors il monte une tente pour être seul et se prépare à s'endormir. À ce moment-là, la déléguée de classe entre dans sa tente parce qu'elle veut lui parler de quelque chose. Tout d'abord, elle le remercie pour son aide, car elle n'aurait pas su quoi faire sans lui. Après le départ des nerds, les Gym Bros décident de partir aussi, et les filles se retrouvent donc toutes seules. Cela n'a pas été facile, mais maintenant qu'elles ont pris un bain et un bon repas, elles ont retrouvé le moral. Pourtant, même si les choses ont fini par s'arranger, la déléguée de classe a l'impression d'avoir échoué dans son rôle de représentante parce qu'elle n'a rien pu faire pour améliorer la situation de la classe à elle toute seule. Haruka pense qu'elle est un peu trop dure avec elle-même, car jusqu'à présent, c'est elle qui a protégé les filles et les a gardées unies. C'est peut-être vrai, mais la déléguée de classe dit qu'elles ont eu de la chance car elles n'ont pas rencontré de monstres, mais si cela avait été le cas, elle aurait été impuissante à protéger la classe, contrairement aux nerds. Encore une fois, Haruka pense qu'elle n'est pas juste envers elle-même parce que les nerds ont pratiquement passé toute leur vie à se préparer à cette situation, il est donc naturel qu'ils soient capables de bien se débrouiller. Cependant, de son côté, c'était la première fois qu'il entendait parler d'Izuke, alors tout compte fait, elle s'en sort plutôt bien. La déléguée de classe se sent beaucoup mieux après l'avoir entendu dire qu'elle a fait du bon travail, bien que ses accomplissements semblent encore insignifiants comparés à Haruka, qui a créé un foyer fonctionnel en seulement une semaine. Elle lui souhaite une bonne nuit et retourne à l'intérieur, mais avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, Haruka n'a aucune chance de dormir cette nuit. Tôt le lendemain matin, Haruka se réveille et trouve l'une des filles assise devant sa tante, lui demandant de se lever parce que le petit déjeuner est prêt. Il lui faut une minute pour réaliser ce qui se passe, mais lorsqu'il y parvient enfin, il panique un peu et dit qu'il veut en fait dormir un peu plus longtemps. La fille n'accepte pas sa réponse et se glisse sur lui pour le convaincre de sortir du lit, alors Haruka abandonne et demande ce qu'il y a pour le petit déjeuner. Il s'attendait à la soupe de champignons habituelle avec un supplément de champignons, mais à sa grande surprise, le petit déjeuner est en fait du poisson aujourd'hui, et il est tellement excité qu'il donne accidentellement un coup de tête à la fille. La fille est légèrement blessée, mais Haruka s'en moque, car il peut enfin manger autre chose que des champignons, et il adore ça. La déléguée de classe ne comprend pas pourquoi il est si excité de manger du poisson alors qu'il a toujours vécu près de la rivière. Mais si c'est vrai, Haruka est tout simplement nul à la pêche, et il n'a donc jamais pu en attraper. Pour que les filles soient si habituées à manger du poisson, elles doivent avoir une méthode fiable pour en attraper, et Haruka demande à voir comment elles font. La déléguée de classe accepte et emmène Haruka à la rivière avec l'une des filles qui possède un don pour la magie de la foudre. Pour attraper les poissons, elle se contente d'électrocuter l'eau jusqu'à ce que les poissons cessent de vivre. Haruka est vraiment impressionné, alors il la supplie de le faire encore une fois, et bien que la fille ne veuille pas vraiment le faire, elle accepte quand même puisqu'Haruka l'aide. Elle génère une autre boule de foudre, mais avant qu'elle ne puisse la jeter dans la rivière, Haruka prend la boule de foudre et la scelle avec sa compétence d'emballage. Il la jette dans la rivière et réussit à attraper quelques poissons, mais en plus, il a acquis la magie de la foudre, il n'aura donc plus besoin de l'aide de la fille de la foudre. La déléguée de classe lui demande ce qu'il vient de faire. Haruka lui explique qu'en utilisant sa compétence d'emballage sur un élément particulier, il peut acquérir ce type de magie. Il s'agit probablement d'un effet causé par une combinaison de ses nombreuses compétences, ce qui est certainement utile, mais il ne pense toujours pas que c'est impressionnant puisqu'il n'a toujours qu'un tas de compétences inutiles. Pendant que les autres filles jouent dans la rivière, Haruka s'assoit avec la déléguée de classe et lui demande ce qu'elle et les autres filles prévoient de faire après cela. La déléguée de classe répond que les détails ne sont pas encore connus, mais qu'elles ont l'intention de se rendre au village le plus proche pour essayer de rattraper les nerds. Cependant, elles vont avoir besoin d'améliorer leur niveau si elles veulent sortir de cette forêt par leurs propres moyens, et Haruka propose de les aider à s'entraîner avant leur départ. Peu de temps après, toutes les filles sont réunies dans la forêt, et avant que Haruka ne commence son camp d'entraînement, il dit qu'il aimerait connaître leurs niveaux actuels. Les filles lui répondent qu'elles ont toutes un niveau supérieur à 15, et Haruka commence à se sentir déprimé parce qu'il n'est toujours qu'au niveau 7 après tout ce temps passé dans la forêt. Il commence à douter que les filles aient besoin de son aide,
alors il décide de leur faire passer un petit test et de leur faire affronter une bande de kobolds pour voir s'ils se débrouillent bien. Les filles pensent que ce sera du gâteau puisque les kobolds ne sont que de niveau 6, mais quelques instants plus tard, elles se sont toutes fait botter les fesses et sont à terre pour le compte. Les filles ne se doutaient pas que les kobolds allaient riposter. Elles retournent donc se regrouper pour réfléchir à une nouvelle stratégie. Pour une raison inconnue, la réunion stratégique a lieu dans la tente magique d'Haruka. Ils peuvent tous s'y installer puisque la tente d'Haruka est capable de s'agrandir, mais il ne sait toujours pas pourquoi ils ont choisi de venir ici. Après quelques délibérations, les filles repartent et sont sûres de ne pas perdre cette fois-ci. Haruka est heureux de voir qu'elles semblent motivées, mais il pense honnêtement qu'elles ne pourront pas gagner cette fois-ci non plus. Une fois qu'ils sont partis, la fille de ce matin s'approche d'Haruka et lui dit qu'elle veut s'excuser pour son comportement de ce matin. Elle s'est volontairement rapprochée de lui pour voir s'il allait essayer de profiter de la situation s'il en avait l'occasion. Elle admet qu'elle ne lui faisait pas confiance au début, mais il leur a donné un endroit où loger, de la nourriture à manger, et les aide même à apprendre à se battre, alors elle sent qu'elle peut lui faire confiance, et elle sera de retour pour le réveiller demain avec son petit déjeuner. Haruka est content qu'elle lui fasse confiance et dit qu'il a hâte de la voir demain, bien qu'il ne connaisse pas son nom, alors il l'appellera simplement Fish Girl. Le lendemain matin, Haruka est heureux de recevoir un poisson de la part de Fish Girl, mais il entend les autres filles parler d'aller combattre les kobolds pour se venger. Mais avant qu'elles ne puissent partir, la déléguée de classe les rappelle et leur dit qu'elles doivent d'abord s'entraîner parce qu'elles vont certainement perdre à nouveau si elles retournent se battre maintenant. Elle leur suggère de s'entraîner en combattant des gobelins, mais lorsqu'elles commencent à se battre contre les gobelins, cela ne se passe pas bien pour les filles. Malgré cette défaite, certaines d'entre elles pensent toujours être prêtes à combattre les kobolds, bien qu'un certain nombre d'entre elles prétendent être malades pour éviter d'avoir à se battre à nouveau. Haruka pense que cela ne va pas bien se terminer, et il est prêt à intervenir si nécessaire. Cependant, à sa grande surprise, les filles ont appris de leurs erreurs contre les gobelins et ont travaillé ensemble pour vaincre les kobolds. La déléguée de classe les félicite pour leur victoire et Haruka est soulagée car cela signifie que les filles peuvent se débrouiller seules et qu'elles n'ont plus besoin de rester avec lui. Il pense qu'il peut enfin retourner à sa vie de solitaire, mais la déléguée de classe vient le remercier d'avoir accepté de les accompagner au village le plus proche. Il sait pertinemment qu'il n'a jamais dit qu'il se joindrait à eux, mais la déléguée de classe insiste vraiment, alors il cède et accepte de l'accompagner. Un peu plus tard, tout le monde a préparé ses affaires et est prêt à quitter la forêt, mais Haruka leur rappelle qu'ils ne savent pas ce qu'ils peuvent rencontrer là-bas, et qu'ils doivent donc tous rester sur leur garde. Au même moment, dans une autre partie de la forêt, un des garçons de la classe est vu en train de courir pour sauver sa vie. Lorsqu'il fait l'erreur de se retourner et trébuche sur un rocher, il est maintenant acculé par son agresseur et n'a nulle part où s'enfuir, il finit donc par se faire étrangler sur place. Le lendemain matin, ils continuent leur voyage à travers la forêt et Haru se rend compte qu'il doit rester avec les filles à tout moment pour s'assurer qu'elles sont à l'abri des délinquants qui les poursuivent. Ils décident de quitter la forêt dès que possible, car ils ne se sentent pas en sécurité à l'intérieur. Mais alors qu'elle marche dans un terrain vague, elle tombe soudain nez à nez avec un orc géant armé d'une énorme massue. Haru dit aux filles de se cacher derrière les arbres, car il ne veut pas qu'elles soient blessées, et leur ordonne de l'observer attentivement pour qu'elles puissent aussi apprendre une chose ou deux sur la survie dans la nature. Il se prépare à affronter l'orc et commence à comparer la différence entre leurs armes, mais il sait que la taille ne compte pas, alors il utilise les mouvements lents de l'orc à son avantage et disparaît de la zone, laissant l'orc confus. Il glousse et reste caché derrière les arbres tout en se rappelant que les orques ont une très grande résistance physique, donc le frapper avec un bâton serait un geste stupide. Il doit plutôt utiliser une sorte d'attaque magique, qui peut faire beaucoup plus de dégâts. Il ouvre rapidement ses statistiques et commence à chercher les capacités magiques qu'il pourrait utiliser, mais il se rend compte qu'il ne possède qu'une magie élémentaire de base, qu'il utilise pour nettoyer, passer l'aspirateur et dépoussiérer le sol. Mais avant qu'il ne puisse prendre une décision, l'orque parvient à le trouver et brise un arbre en 2 morceaux. La brute en colère commence à balancer sa massue, ce qui me rappelle mon ex toxique. Mais, contrairement à moi, Haru est doué pour esquiver les attaques folles, et il continue à reculer tout en essayant de trouver une solution à ce problème. Finalement, il profite de la taille du cerveau de l'orque pour apparaître derrière l'idiot géant et lui asséner un coup de bâton dans le dôme, prouvant ainsi que l'endurance vaut mieux que la taille. L'orque tombe lentement au sol, inconscient, tandis que les filles regardent derrière les arbres, choquées de voir la créature au sol. Haru lui-même est surpris, car il ne s'attendait pas à ce que l'orque soit vaincu aussi facilement, puisque les intellos lui ont dit qu'il était résistant aux dégâts physiques. Les filles ont l'air ennuyées, car elles ne peuvent rien apprendre de cette histoire, étant donné qu'il n'a même pas utilisé la magie. Il s'excuse et promet que la prochaine brute géante qu'ils rencontreront ne sera tuée qu'en utilisant la magie. Il ne leur faut pas longtemps pour trouver leur prochain adversaire, un orc qui ne fait que s'occuper de ses affaires et qui se dirige vers le groupe de Haru. Haru décide d'impressionner les filles avec son aura illimitée et crée une petite boule de feu dans ses mains. Il s'attendait à ce que la magie ne soit pas très efficace puisque c'est la première fois qu'il l'utilise,
mais lorsqu'il crie « Koub » et lance la boule sur l'orque, elle lui explose au visage, tuant la bête d'un seul coup de tête. Les filles sont à nouveau choquées, car elles n'ont pas pu apprendre quoi que ce soit de cette démonstration de puissance. Quoi qu'il en soit, elles ont passé une journée plutôt réussie et, à la tombée de la nuit, elles font un feu de camp et commencent à faire leur travail naturel en installant une cuisine et en préparant de la nourriture. Pendant ce temps, Haru s'occupe de créer des pièges autour de leur campement et de s'assurer que leurs tentes sont protégées des monstres et de tout autre ennemi. Soudain, il détecte quelqu'un qui s'approche d'eux. Il s'empresse alors de se cacher derrière un arbre. Il se rend compte que les intrus sont des humains et s'attend à ce que les délinquants passent par là. Mais les intrus s'avèrent être des sportifs à la recherche de créatine dans la nature. Haru est soulagé de les voir, car comparé aux délinquants, ils sont beaucoup plus gentils. Il semble surpris de voir Haru dans la nature et prétendent qu'il cherchait les filles pour avertir tout le monde d'une nouvelle capacité dangereuse qu'ils viennent de découvrir. Haru est immédiatement intéressé, tandis que le sportif défoncé lui parle d'une capacité secrète connue sous le nom de Hijak, qui est encore plus mortelle que les capacités de contrôle de l'esprit des délinquants. Ils affirment qu'ils ne peuvent plus faire confiance à personne, alors Haru décide de leur faire une farce et prétend avoir la capacité de détournement. Les sportifs, cependant, se moquent de lui, affirmant que même s'il avait la capacité de détournement, cela n'aurait pas d'importance, puisqu'il resterait enfermé dans sa maison. Haru s'offusque et affirme qu'il possède en fait une capacité appelée « servitude ». Mais les sportifs affirment que nous sommes en 2024 et qu'ils n'aiment pas l'esclavage, même dans le sud. Après cela, ils font leurs adieux à Haru, lui disant de se méfier de la personne qui a la capacité de détournement, tandis qu'ils s'enfoncent dans la forêt à la recherche d'un shake protéiné. Le lendemain matin, les filles se préparent pour l'entraînement au maniement des armes, mais pendant qu'elles sont occupées à se maquiller, Haru décide d'aller dans la forêt pour en faire sortir une, mais la déléguée de classe finit par le suivre. Elle l'arrête et lui demande où il était hier soir, et Haru répond honnêtement qu'il a rencontré un athlète qui l'a mis en garde contre une capacité de détournement. La déléguée de classe devient immédiatement un peu pâle, se tortille avant de baisser la tête et de s'excuser d'avoir caché quelque chose d'important. Haru n'est pas dupe, il avait déjà deviné qu'elle avait probablement la capacité de détournement. La déléguée de classe est choquée de voir Haru si calme. Elle lui demande où il l'a découvert, et Haru répond qu'il n'est pas aussi bête que ces abrutis de créatures, et qu'il l'a déduit du comportement de la jeune fille. La déléguée de classe reste confuse, car Hijak est une capacité assez effrayante, qui lui donne le pouvoir de voler la compétence de n'importe qui après l'avoir tué. Haru lui dit de ne pas trop s'inquiéter, car les intellos savent ce qu'ils font, il essaie déjà de sceller les capacités de contrôle mental des délinquants. Mais même après avoir découvert sa capacité de détournement, ils n'ont rien changé, ce qui signifie simplement qu'ils lui font confiance. Haru est du même avis et lui dit qu'il est soulagé de savoir qu'elle a cette capacité de triche, car il sait qu'elle ne l'utilisera pas pour faire du mal à qui que ce soit. La déléguée de classe se sent très soulagée après avoir entendu cela et commence à sourire à Haru, ce qui lui donne de l'énergie, et il décide de courir dans la forêt pour se dépenser avant de commencer la journée. De retour au camp, il commence à vendre des milkshakes aux noix, cacao en option, et demande de l'argent. L'une des filles accepte immédiatement de vendre son corps à la place, et Haru est évidemment d'accord avec le marché, mais la déléguée de classe l'interrompt immédiatement, car elle ne veut pas laisser quelqu'un se prostituer. La fille, cependant, se sent déçue, car elle voulait vraiment ce milkshake aux noix, alors Haru décide qu'il ferait mieux de commencer à marcher pour se remettre les idées en place. Il commence à bien avancer quand Haru aperçoit soudain une rivière devant lui, et dit à la déléguée de classe qu'il va partir en éclaireur pendant qu'elle veille à la sécurité du groupe. La déléguée veut l'en empêcher, car il est allé dans la forêt ce matin et en est revenu avec une noix de coco douteuse. Haru n'écoute pas et utilise sa super vitesse pour s'élancer dans la forêt, puis commence à utiliser sa compétence d'infusion magique pour rendre son corps plus léger. Cela lui permet d'être plus agile et de sauter sur les arbres avant de s'élancer dans le ciel pour avoir une meilleure vue. Il se rend rapidement compte qu'ils ont parcouru beaucoup de terrain, mais il a oublié qu'il n'avait pas de stratégie d'atterrissage, alors il tente caricaturalement de flotter dans le ciel, mais échoue évidemment, et retombe sur le sol, survivant à peine avec un HP. Lorsqu'il retourne au camp, la nuit est déjà tombée, et la déléguée de classe est furieuse de le voir tout meurtri. Il lui dit calmement qu'il est tombé d'un arbre, tandis qu'elle lui hurle d'arrêter de se cogner la tête encore et encore, car il est déjà très peu intelligent. D'habitude, Haru n'a pas à faire face à ce genre de situation, alors il essaie de la calmer en lui proposant un milkshake aux noix, cacao en option, mais la déléguée de classe refuse et s'en va, tandis que la pensée de la classe court immédiatement vers lui pour lui demander un milkshake. Grâce à ces repérages, ils ont trouvé un chemin beaucoup plus rapide à travers la forêt. Le lendemain matin, après quelques larmes et un peu de sport aquatique, ils tombent sur une bande d'orques. Les filles se révèlent être des expertes en matière de fuite, puisqu'elles écrasent immédiatement le pauvre Haru sous leurs chaussures dans leur empressement à s'enfuir. Enfin, après avoir fait face à tous ces problèmes et voyagé à travers les forêts pendant plusieurs jours,
ils parviennent à sortir des bois et à apercevoir pour la première fois la belle ville qui se dresse devant eux. Haru remarque soudain qu'il semble avoir débloqué une nouvelle compétence appelée Airwalk. Il décide de vérifier, à sa grande surprise, cette capacité lui permet de marcher dans les airs comme s'il montait des escaliers. La déléguée de classe est choquée de voir cela, mais Haru lui dit de se calmer pendant qu'il vérifie la zone pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger. Il monte très haut dans le ciel et utilise sa supervision pour scruter les alentours lorsqu'il découvre soudain des PNJ armés et en armure qui se battent contre une bande de monstres. Il revient au sol et en parle au délégué de classe, qui déclare immédiatement qu'ils doivent aider ces gens. Haru n'a pas envie d'être en compétition avec les filles, alors il refuse, affirmant que ces types pourraient très bien être des bandits. Mais la déléguée de classe le supplie de l'aider, car s'ils ne sont pas des bandits, ils risquent de mourir d'une mort douloureuse. Haru se rend compte que ces filles doivent être folles, alors il leur dit de se calmer pendant qu'il va vérifier le problème tout seul. Le problème reste que les PNJ sont assez éloignés. Il décide d'utiliser son ingéniosité et commence à combiner différents sorts avec des infusions de magie, rendant son corps très léger et utilisant ensuite la magie du vent pour se renforcer. Avec ces sorts, il commence à utiliser le pas aérien et saute d'un pas à l'autre à une vitesse incroyable. Son pari s'avère payant puisqu'il se rend compte qu'il peut désormais se rendre dans des endroits très éloignés très facilement. Malheureusement, l'idiote de délégué de classe finit par être attirée par sa magie alors qu'elle s'efforce de tenir sa cape. En raison de son poids accru et parce qu'il ne sait pas comment freiner, Haru finit par atterrir en catastrophe juste à côté des PNJ. Grâce à son entrée, les monstres finissent par mourir, tandis que la déléguée de classe est assommée et que les PNJ se demandent qui sont ces fous furieux. Les PNJ se présentent comme Gat et Oft, affirmant qu'ils étaient ici pour tuer ces monstres mais qu'ils étaient clairement dépassés, et que sans Haru, ils seraient morts. Les filles du groupe se soignent rapidement les unes les autres pendant que le groupe commence à réparer leur chariot, quand Haru leur offre des champignons grillés. Gat le prend avec plaisir, mais en une seule bouchée, il réalise qu'il ne s'agit pas de champignons normaux, mais d'une chose connue sous le nom de Buffshroom, qui peut les aider à retrouver leur force immédiatement. Haru distribue les champignons aux autres membres du groupe, qui retrouvent immédiatement leur énergie en se demandant pourquoi cet étranger leur offre des ressources alimentaires aussi précieuses. L'esprit de Haru, cependant, reste bloqué sur le fait que ces vieux sont entourés de canons absolus, ce qui l'énerve et il s'apprête à les frapper, mais heureusement, la déléguée de classe se réveille et l'arrête immédiatement. Très vite, les autres filles arrivent à leur tour et sont immédiatement séduites par les magnifiques elfes qui leur demandent leur routine beauté. Pour les avoir aidés à survivre, les PNJ décident de les escorter jusqu'à la ville, ce qui est une grande réussite, car les filles rentrent joyeusement dans la ville, en attendant leur prochaine aventure. Haru est très heureux de voir que les filles semblent enchantées par la nouvelle ville, alors qu'elles courent autour de la place de la ville, vérifiant chaque magasin, tandis qu'Haru se demande s'il devrait partir puisque son travail ici est terminé. Pendant que Haru se détend avec son Jack Daniels, les filles semblent devenir folles en regardant tous les bâtiments qui ressemblent à des gâteaux, ce qui leur met l'eau à la bouche. Heureusement, la déléguée de classe est là pour contrôler tout le monde, tout en criant à Haru de l'aider à gérer ces troupeaux d'idiotes maladroites, car elle ne peut pas faire tout cela toute seule. Elle donne un coup de sifflet qui attire immédiatement toutes les filles vers elle comme une bande de chiens dressés, ce qui surprend Haru qui ne s'attendait pas à ce que la déléguée de classe ait autant de pouvoir. En regardant cela, il se sent plus à l'aise, pensant que les filles sont entre de bonnes mains, mais la déléguée de classe ne va pas le laisser s'en tirer si facilement. Elle commence à formuler le plan de la journée, en leur disant qu'elles devront d'abord se rendre à la guilde des aventuriers, où elles échangeront tout le butin qu'elles ont collecté jusqu'à présent. Avec l'argent obtenu, ils s'inscriront à la guilde et passeront ensuite une bonne nuit de sommeil dans un lit confortable. Tout le monde semble être sur la même longueur d'onde jusqu'à ce que la déléguée de classe mentionne que quelques jours plus tard, ils commenceront à demander des informations sur les intellos de la classe. Cela met les autres filles en colère, car elles veulent trouver les intellos le plus vite possible afin de pouvoir s'excuser pour les intellos sans raison. La déléguée de classe s'excuse, affirmant qu'elle veut aussi trouver les intellos, tandis que Haru intervient, demandant si les filles veulent donner aux intellos un bon coup de chapeau. Un peu plus tard, ils arrivent enfin à la guilde des aventuriers, mais celle-ci est bien plus effrayante qu'ils ne l'avaient imaginé. Ils s'attendaient à un endroit rempli de filles aux grands projets et aux visages joyeux et accueillants, mais au lieu de cela, ils sont accueillis par une bande d'hommes adultes qui les regardent avec avidité, se demandant qui diable sont ces nouveaux venus. Heureusement, Oft émerge des escaliers et appelle Haru, affirmant que le maître de la guilde veut le voir, alors Haru dit au délégué de classe d'attendre dehors pendant qu'il entre seul dans la guilde. Dès qu'il entre, tous les aventuriers commencent à le dévisager tandis que Gat lui dit d'aller à l'intérieur, où il trouve un maître de guilde à l'air furieux qui lui demande s'il est le Haru qui s'est battu contre les bêtes sauvages. Haru prend peur et se demande s'il ne devrait pas tout simplement s'enfuir, mais il décide d'aller jusqu'au bout et acquiesce d'un signe de tête. Soudain, l'atmosphère change, le maître de la guilde commence à lui serrer la main, le remerciant d'avoir sauvé la vie du groupe d'Oft, car sans lui, il serait mort. Ébranlé par cette rencontre, Haru décide de descendre au rez-de-chaussée,
où il trouve une réception ouverte. Il décide d'échanger les cristaux d'émeraude qu'il a récoltés en chemin. La fille à 4 yeux au comptoir prétend qu'elle peut évaluer les cristaux et lui donner un prix juste. Haru décide donc de tenter sa chance et déverse un énorme sac de cristaux sur la table, ce qui choque totalement la fille qui se demande qui est cet homme. Se sentant comme une vraie star, Haru affirme qu'il a encore plus de cristaux prêts, mais la fille explique qu'ils n'ont pas la capacité de vérifier autant de cristaux pour le moment et demande un délai d'1 jour. Haru accepte et retourne à la salle principale, où il découvre que les filles se sont déjà inscrites à la guilde. Les aventuriers semblent très surpris, car presque toutes les filles sont déjà au niveau 30, ce à quoi ils ne s'attendaient pas du tout. Haru sait qu'il a suffisamment entraîné les filles pour qu'elles puissent facilement vaincre un aventurier de niveau 40. Finalement, l'une des filles pousse Haru à s'inscrire à son tour. Même s'il n'avait pas prévu de travailler comme aventurier, il décide de tenter sa chance, pensant que c'est peut-être le moment d'impressionner toutes les filles et de dire adieu à sa vie d'incel. Il entre fièrement dans la salle, où une blonde vérifie ses statistiques mais le traite de loser, affirmant que pour s'inscrire à la guilde, il faut être au moins de niveau 10 et faire partie d'un groupe. Le pauvre Haru est complètement bouleversé et tombe à terre, suppliant qu'on lui donne une seconde chance. Mais la fille lui dit de grandir et de commencer à monter en niveau, car c'est la seule façon pour lui de rejoindre un groupe avec son visage hideux. Elle lui dit qu'il ne pourra partir à l'aventure en solo qu'à partir du niveau 20, et qu'il ne sera considéré comme un véritable aventurier qu'à partir du niveau 30. Haru se rend compte qu'il n'a aucune chance d'intégrer un groupe à cause de sa compétence de solitaire, et qu'il ne peut même pas partir en solo puisqu'il n'est pas près d'atteindre le niveau 20. Il se demande s'il restera toujours un perdant. La déléguée de classe se sent vraiment mal pour Haru, alors elle lui remonte le moral, et ils se dirigent bientôt vers l'hôtel pour y passer la nuit. Après un long moment, ils peuvent enfin dormir sur de vrais lits, ce qui est tout ce qu'ils voulaient, mais Haru reste éveillé dans son propre lit, car il se sent beaucoup plus à l'aise en dormant dans la forêt. Le lendemain matin, tout le monde sort pour explorer la ville puisqu'elle est assez sûre, et même Haru décide qu'il devrait simplement prendre l'argent des émeraudes et retourner dans la forêt, puisque les filles devraient être en sécurité maintenant. Malheureusement, la fille de la réception et ses supérieurs s'excusent tous auprès de Haru, expliquant qu'ils n'ont même pas assez d'argent en ce moment pour payer toutes ces émeraudes. Le maître de la guilde sort, affirmant que Haru a apporté tellement de cristaux d'émeraude qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre nécessaire pour les compter correctement, et encore moins pour les payer, alors il demande à Haru s'il serait d'accord pour être payé en plusieurs fois. Haru, en vrai capitaliste, accepte et reçoit un gros sac de 5 $ zenizen, ce qui le choque totalement. Satisfait de ce qu'il a gagné, Haru se rend vite compte que, comme on pouvait s'y attendre, dès qu'un perdant reçoit de l'argent, toutes les filles se transforment en sangsues, fêtent l'événement et s'apprêtent à faire leurs courses comme s'il s'agissait de leur argent. Gat, quant à lui, est un vrai frère qui dit à Haru qu'il devrait se débarrasser de ses sangsues et se trouver de la vraie compagnie, car il connaît un endroit. Haru commence immédiatement à avoir l'eau à la bouche, car il s'est entraîné pendant le mois de novembre de Nonu et a fait du Edjin pendant 23 jours. La déléguée de classe tente de l'arrêter, mais il l'ignore et commence à marcher avec Gat en rêvant à toutes les filles qu'il va rencontrer. Cependant, il est encore une fois déçu de voir une vieille boutique usée au bord de la route. Haru a l'air consterné, mais Gat lui promet que cette boutique ne vend que les meilleurs objets des donjons. Haru commence bientôt à regarder tous les articles en vente et se rend compte que Gat ne mentait pas, car ces articles sont en effet uniques et intéressants. Il se lance alors dans une frénésie d'achat en essayant différentes armes, armures et objets magiques, qu'il met tous dans son panier. Après une journée de shopping, son regard tombe sur un collier spécial. Il demande à l'homme bizarre à quoi sert ce collier et celui-ci lui répond qu'il peut fusionner plusieurs objets en un seul. Haru pense que cela pourrait être utile lorsque la déléguée de classe arrive, lui disant de se calmer avec ses achats et de retourner dormir. Malheureusement, Haru glisse et fusionne accidentellement tous les objets. La fille et le gars bizarre est horrifié et pleure, affirmant qu'il ne peut pas fusionner avant d'acheter, car tous ces objets valent plus de 660 000 $. Cela choque Haru, qui tombe en dépression pendant que Gat essaie de négocier un peu le prix. Pendant ce temps, la déléguée de classe s'excuse, affirmant qu'ils n'ont que 50 000. Quelques jours plus tard, Haru est toujours déprimé car il n'a plus d'argent et il lui reste tant de choses à acheter. Il ne sort même pas pour chasser d'autres cristaux, car il ne peut pas faire de quête avant d'avoir atteint le niveau 20, et il ne peut même pas essayer de fusionner avec les filles, car la déléguée de classe l'attraperait et le renverrait dans ses tours. Après avoir réfléchi un moment, il décide qu'il est temps de laisser la vie urbaine derrière lui. Il attrape donc la cape d'invisibilité d'Harry Potter et passe devant toutes les filles de la zone. Après avoir quitté la tour, pour une raison inconnue, cet idiot géant enlève la cape et se met à courir comme un drogué dans les rues. Il décide de se frayer un chemin à travers les murs de la ville, mais il n'est pas aussi cool qu'il le pense et se casse les couilles en haut des murs, tandis que les sportifs de sa classe le regardent glisser lentement le long du mur en souffrant, sachant qu'il ne deviendra jamais père. Son plan échoue de façon spectaculaire et il est renvoyé à la tour. Le lendemain, la déléguée de classe lui dit de rester en arrière et d'être un gentil garçon pour le punir d'avoir essayé de s'enfuir.
Haru fait semblant d'accepter ses ordres et promet de ne pas bouger, mais dès qu'ils partent, il prend rapidement sa cape et se promène à nouveau dans la ville, mais cette fois-ci, il garde sa cape. Il passe devant le géant à l'allure de Dinsom à la porte et sort bientôt des murs de la ville, commençant à courir vers les forêts. En chemin, il aperçoit un village détruit et une bande de gobelins à proximité, qu'il ignore car il n'est pas un héros et continue de se diriger vers la jungle. En chemin, il aperçoit également une calèche dévalisée par une bande d'hommes. Il s'arrête un instant, se demandant s'il doit l'aider, mais se rend compte que ce genre de choses arrive probablement tous les jours dans ce monde et essaie de l'ignorer. Avant qu'il ne puisse s'enfuir, l'un des voleurs lui lance une lance qu'il esquive, tandis que les autres s'apprêtent à attaquer. Il leur dit qu'il veut juste être seul, mais il commence à se moquer de sa façon de parler, ce qui lui rappelle de vieux souvenirs, et dans sa colère, il commence littéralement à les rôtir. Les voleurs décident bientôt de riposter et commencent à utiliser leur capacité spéciale pour l'attaquer, ce qui aurait pu être dangereux, mais ces idiots n'étaient que des bots qui ne pouvaient spammer qu'un seul sort et qui se fatiguaient rapidement. Bientôt, une jeune fille effrontée sort du carrosse et se présente comme Marie, la fille noble, et le remercie de l'avoir sauvée des bandits. Elle le supplie de l'accompagner pour le reste du chemin, car elle a peur que d'autres bandits l'attaquent. En retour, elle lui offre un « Guac Guac 2000 », et même si Haru voulait retourner dans la forêt, il ne peut pas laisser passer une telle offre et accepte de l'escorter à travers la dangereuse forêt, en se demandant quels monstres l'attendent en chemin. Bientôt, ils atteignent la ville et Haru n'obtient pas ce que Marie lui a promis. Il s'impatiente et pense qu'il n'aurait pas dû accepter sa demande. Alors qu'il fait les 100 pas dans la salle d'attente du château, il décide de retourner immédiatement dans la forêt, mais Marie descend après s'être changée et se montre contrariée par le fait que Haru essaie de partir, alors qu'elle a l'intention de le traiter très bien. Il n'a pas d'autre choix que de l'accompagner et, à sa grande surprise, sa façon de le remercier est meilleure que ce à quoi il s'attendait. Elle lui offre un dîner complet qui ferait s'étouffer les végétaliens. Il se met à dévorer la viande comme un sauvage et Marie est irritée par son manque de savoir-vivre. Quoi qu'il en soit, elle le récompense en lui offrant une bourse et une carte d'identité VIP qui lui permet d'entrer et de sortir de la ville à sa guise. Cependant, Haru ne lui prête pas attention, car il est occupé à engloutir la nourriture. Le lendemain, il est entouré par la déléguée de classe et d'autres filles qui veulent savoir où il a passé la nuit dernière. Haru leur dit qu'il a été invité chez le maire de la ville et leur assure que ce n'est pas parce qu'il essayait de s'enfuir dans la forêt. Les filles le croient et partent elles-mêmes dans la forêt pour se perfectionner et trouver des ressources. Une fois qu'elles sont parties, Haru se prépare à quitter la ville à son tour, et cette fois, il est convaincu que sa carte d'identité lui permettra de s'en sortir. Avant de partir, il achète quelques affaires dans la boutique du type bizarre et de la nourriture pour sa vie confortable de solitaire dans la forêt. Il écrit également un mot pour la déléguée de classe afin qu'elle ne se mette pas en colère, disant qu'il va veiller sur les sportifs car il s'inquiète pour eux. Comme ce n'est pas complètement faux, Haru pense que cela suffira à empêcher la déléguée de classe de le rechercher. Sur ce, il se dirige vers le portail et montre au grand Dinsom sa carte d'identité pour sortir de la ville en toute légalité. Il se sent chez lui dans la forêt, avec les créatures sauvages et les monstres qui y vivent en toute liberté. Sa maison lui manque et il pense qu'il peut enfin devenir un solitaire comme il est né pour le faire. C'est alors qu'un orc l'attaque par derrière, mais Haru l'assomme facilement avec son bâton. Cependant, il trouve cela étrange car les orques ne sont pas censés se trouver dans les parties extérieures de la forêt. Il se dit qu'il y a anguille sous roche et s'enfonce dans la forêt, où il trouve une énorme tache de sang sur le sol. Haru panique un peu, se demandant si ce sang appartient aux nerds, ce qui est peu probable car ils sont les maîtres des choses dans un autre monde. Il pense qu'il s'agit plutôt du sang des sportifs ou des délinquants et décide de suivre l'énorme traînée de sang. Il trouve les sportifs gravement blessés et son cœur se brise en pensant qu'ils se sont peut-être battus avec les délinquants et qu'ils sont morts. Cependant, il voit que l'un d'entre eux respire encore, et il leur jette immédiatement toutes les potions de guérison qu'il a préparées à partir des champignons. Il souhaite qu'ils se rétablissent parce que Sam Suk le ferait, et ses vœux sont exaucés lorsque le chef des sportifs ouvre les yeux. Haru les emmène tous dans sa grotte, où il lui raconte ce qui s'est réellement passé. Ils ont essayé d'affronter les délinquants pour protéger les filles, mais soudain Tanaka, qui était censé être leur intello préféré, les a poignardés dans le dos. Il a tué tous les délinquants et a même volé les armes OP qu'ils avaient reçues en arrivant dans ce monde. Ils n'ont eu d'autre choix que de s'enfuir, mais il les a rattrapés et ils n'étaient pas de taille. Les sportifs disent que Tanaka est d'une force terrifiante et qu'il cherche la déléguée de classe avec une détermination inébranlable. Même les musclés sont assez intelligents pour comprendre que Tanaka est à la recherche de la compétence de détournement qui doit se trouver chez la déléguée de classe. Haru est choqué de voir que les sportifs sont capables de réfléchir, et il lui explique que Tanaka a perdu la trace de la déléguée de classe, et qu'il les a battus à plate couture, croyant qu'ils iraient lui demander de l'aide. Cependant, les sportifs étaient prêts à se sacrifier, et au lieu de cela, ils ont rampé vers la grotte de Haru pour qu'il y soit attiré et que Haru puisse faire quelque chose pour remédier à la situation. Il lui demande de les aider à vaincre Tanaka, et bien qu'il ne veuille pas se mêler aux autres au début, il ne peut pas se soustraire à ce combat.
Il dit aux sportifs qu'il va s'occuper de Tanaka, mais qu'il va se battre seul. Tout le monde est choqué, mais le chef des sportifs est convaincu que Haru a un plan. Haru leur demande de se dépêcher d'aller en ville et de mettre les filles en sécurité pendant qu'il s'occupe de la situation ici. Il sait que le fait d'avoir les sportifs de son côté augmenterait ses chances de victoire, mais s'ils devaient tous mourir dans la bataille, les filles seraient sans défense. C'est pourquoi il pense que le combat contre Tanaka est sa croix à porter, et il prévoit de devenir plus fort rapidement. Il commence à élaborer une stratégie pour contrer les armes puissantes que Tanaka a prises aux sportifs, comme il l'a vu en combattant les bandits. Les armes sont puissantes, mais il n'y a aucun moyen de les arrêter une fois qu'elles ont commencé. C'est pourquoi il décide de mettre au point une nouvelle compétence qui ne présente aucune faiblesse. À ce moment-là, il aperçoit des gobelins qui reniflent les traces de sang et décide de les utiliser comme point d'expérience. Il abat rapidement les gobelins de haut niveau, mais il meurt en un seul coup et ne lui rapporte pas grand-chose. Haru souhaite combattre un ennemi plus puissant, et soudain, il sent qu'un monstre puissant se trouve à proximité. Il se retourne et découvre un roi gobelin qui lui fonce dessus sans crier gare. Haru ne peut qu'esquiver les attaques impitoyables du roi gobelin et se rend compte qu'il utilise une sorte de compétence d'arme. Il sait qu'un seul coup l'enverrait à la rencontre de son créateur, mais il décide de vaincre le monstre et de devenir plus fort. Il combine les différentes compétences qu'il possède et renforce son bâton pour vaincre le roi des gobelins en un seul coup. Il est satisfait de sa stratégie et de sa progression lorsque soudain, un monstre encore plus puissant apparaît derrière lui, il s'agit de l'empereur des gobelins de niveau 50. Haru se rend compte qu'il ne peut rien faire contre lui s'il le combat de front, alors c'est exactement ce qu'il fait et charge l'empereur des gobelins avec une nouvelle compétence de Gambit qu'il a développée. Il réussit à toucher l'empereur des gobelins, mais son attaque ne fait pratiquement aucun dégât. Le monstre se relève et marche comme Jackie Chan dans Drunken Master avant d'attaquer Haru, l'effleurant au visage. Haru continue d'esquiver la rafale d'attaque de l'empereur des gobelins, puis lance une contre-attaque lorsqu'il voit une ouverture. Il parvient à faire baisser considérablement la barre de santé du monstre, mais celui-ci utilise une compétence de soin pour restaurer sa santé et même augmenter sa force. Le monstre envoie alors un coup volant sur Haru, l'envoyant s'écraser dans les arbres derrière lui. Il est fatigué et meurtri, mais il se dit qu'il n'est qu'une mauviette, car les sportifs ont survécu à des blessures encore plus graves que lui, et qu'il devrait donc s'en sortir à ce niveau. Il se remet sur pied et attaque l'empereur des gobelins. Après s'être battu toute la nuit, Haru parvient enfin à le vaincre et à atteindre le niveau 11. Il pousse un rugissement de victoire pour fêter l'événement, puis retourne à sa maison dans la forêt. Il vérifie ses statistiques après sa montée en niveau et en apprend davantage sur l'utilisation de ses compétences. L'attaque Gambit qu'il a créée plus tôt a été enregistrée en tant que compétence, et Haru est convaincu qu'elle n'a aucune faiblesse, ce qui lui sera utile dans son combat contre Tanaka. Plus tard dans la soirée, alors que Haru se tient à l'extérieur de sa grotte, Tanaka vient l'affronter. Il est déçu car il espérait que les sportifs le mèneraient vers la déléguée de classe, mais au lieu de cela, ils l'ont amené vers le solitaire de la classe. Il dit qu'il est dommage qu'il n'ait pas pu trouver la déléguée de classe malgré tout ce qu'il a fait, y compris manipuler les délinquants stupides et diviser la classe en groupes distincts. Haru est furieux et demande ce qu'il a fait aux autres garçons, et Tanaka répond qu'il les a tués il y a longtemps. Il ne considère même pas Haru comme une menace et lui dit de se calmer avec ses compétences inutiles dans la forêt. Haru pointe son bâton vers lui et Tanaka lui dit d'éloigner son bâton sale et puant de son visage, c'est ce qu'il a dit. Haru lui dit que même s'il est un solitaire, il protégera la déléguée de classe, et Tanaka a un sourire menaçant et dit qu'il le tuera en premier dans ce cas. Tanaka libère toute sa puissance et envoie des pierres sur Haru en guise d'avertissement. Il dit ensuite que dans la salle blanche, lorsque tout le monde sélectionnait les compétences, il est passé en dernier et s'est assuré que toutes les compétences restantes étaient des déchets. Il sourit, demandant à Haru s'il peut le vaincre avec ses compétences sans valeur, et envoie ensuite de plus gros rochers vers lui. Haru s'apprête à se défendre, mais Tanaka utilise alors sa capacité unique appelée Tweak. Le corps de Haru commence alors à se tordre et il a du mal à bouger. Malgré cela, il parvient à esquiver les rochers, puis Tanaka invoque des pointes de cristal juste sous ses pieds. Haru les esquive également, mais il est épuisé car son corps est beaucoup plus lourd. Tanaka admet qu'il est meilleur qu'il ne le pensait et lui demande depuis combien de temps il le soupçonne. Haru répond qu'il a douté de lui dès le premier instant. Il savait que Tanaka irait avec les intellos ou deviendrait un solitaire, mais il a été choqué de le voir avec les délinquants et a pensé qu'il devait y avoir une raison derrière cela. Haru lui demande ensuite quand il a commencé à mettre son plan à exécution. Tanaka révèle qu'il y a pensé dès qu'ils ont été téléportés hors de la salle de classe. Il n'a pas pu utiliser la compétence de détournement, mais il a vu la compétence d'altération qui permet de manipuler légèrement la cible, alors il l'a choisi. Il a manipulé les délinquants stupides, et le reste appartient à l'histoire. Tanaka dit qu'ils ont assez parlé et attache le pied de Haru avec une liane. Il lui lance ensuite un puissant sort de feu, pensant que cela suffira à le tuer. Mais à sa grande surprise, Haru absorbe les flammes dans son bâton, grâce au pouvoir de l'herbe qui a fusionné avec lui. Il riposte immédiatement,
cherchant à frapper Tanaka alors qu'il est encore sous le choc, mais il s'avère que Tanaka n'a fait que jouer la comédie. Il sort une épée pour bloquer l'attaque de Haru et le repousse. Ensuite, il invoque toutes les armes de son arsenal, disant qu'il va enfin pouvoir les essayer toutes. Il charge Haru avec une épée et change rapidement d'arme à chaque coup. Haru est complètement en retrait, et il peut à peine se défendre contre les attaques imprévisibles et rapides de Tanaka. Il tente de se cacher dans les buissons, mais il est frappé par une puissante attaque qui l'envoie voler de l'autre côté de la rivière. Haru se rend compte qu'il n'est pas assez fort pour affronter Tanaka et se demande alors comment il peut utiliser autant d'armes et de pouvoirs à la fois. Tanaka s'approche de lui et lui demande d'abandonner, mais Haru se relève et lui demande s'il utilise la compétence d'imitateur pour copier les capacités de leurs camarades de classe. Tanaka confirme et ajoute qu'il prévoyait d'utiliser cette compétence pour copier la capacité de détournement de la déléguée de classe, puis de la tuer pour mettre la main sur le vrai pouvoir. Après cela, il ne tardera pas à tuer tout le monde et à voler leurs capacités. Haru se rend compte qu'il est face à son ennemi le plus coriace et Tanaka commence à l'attaquer avec différentes armes. Haru tente de riposter, mais il ne frappe qu'une illusion, car le vrai Tanaka est derrière lui. Haru pense que cette tactique ne fonctionnera pas et pointe son bâton vers le sol. Tanaka pense qu'il a abandonné et le charge, mais Haru esquive son attaque, imitant l'ultra-instinct de Goku. Il demande ensuite à Tanaka s'il peut utiliser une compétence copiée seulement 3 fois. Cette question touche un point sensible et Tanaka commence à paniquer. Il perd le contrôle de la situation et Haru lui dit qu'il a compris la faiblesse de sa compétence copiée il y a longtemps et qu'il lui a fait gaspiller ses capacités copiées exprès. Tanaka est furieux de s'être fait avoir, mais Haru sait qu'il possède encore au moins une copie de chaque compétence. Tanaka l'attaque en désespoir de cause, mais Haru esquive son attaque et le renvoie en arrière avec un coup de pied. Il décide de l'achever rapidement en profitant de cette ouverture, mais Tanaka lui envoie soudain un puissant coup de feu, ce qui l'oblige à s'arrêter. Déterminé à ne pas perdre, Tanaka décide d'utiliser son arme ultime. Il invoque une dague et se dirige vers Haru, lui assénant rapidement 2 coups avant de disparaître et d'apparaître au-dessus de lui. Haru esquive tout, mais lorsque la poussière envahit l'air, il se rend compte que ce n'était qu'un leurre. Tanaka a quelque chose d'autre dans sa manche, il se cache derrière un rocher et charge sa capacité ultime appelée mort instantanée. Il frappe Haru avec, et comme son nom l'indique, la compétence met fin à sa vie instantanément. Il tombe au sol, et Tanaka surgit pour rire comme un génie maléfique. Il frappe la tête de Haru et décide de poursuivre son chemin, mais soudain, Haru se relève et lui demande pourquoi il part si tôt. Tanaka panique et demande comment il peut être en vie après avoir été frappé par la mort instantanée. Haru révèle qu'il possède la compétence santé générale, qui le rend résistant aux effets de statut, dont la mort instantanée. De plus, sa chance est maximale, ce qui signifie que le taux de réussite de la mort instantanée a été considérablement réduit. Tanaka perd la tête et demande pourquoi il s'est effondré à ce moment-là, et Haru répond que c'était un acte. Tanaka n'en revient toujours pas et dit qu'il devrait être impossible pour lui de se déplacer aussi rapidement sous sa compétence Tweak. Haru révèle un autre secret, il a utilisé une compétence appelée Bloqueade qui lui permet de contrôler les autres comme une marionnette, et il l'a utilisée sur lui-même pour contrer l'effet de Tweak. Tanaka ne peut plus se contrôler et commence immédiatement à envoyer ses armes sur Haru, qui les bloque facilement. Le nerf tombe à genoux, incapable de croire que ses calculs parfaits ont échoué. Il se souvient qu'il s'ennuyait toujours à l'école parce qu'il était un génie en avance sur tout le monde. Il cherchait un moyen de remédier à son ennui, et c'est alors qu'il a été téléporté dans ce monde avec le reste de ses camarades de classe. Dès qu'il a vu la liste des compétences, Tanaka a su quel choix il devait faire pour rendre sa vie plus palpitante. Il était prêt à tuer ses camarades de classe pour cela et pensait qu'une fois qu'il aurait acquis toutes les compétences, il serait parfait et imbattable. Il n'arrive pas à croire qu'il a perdu face à quelqu'un dont les compétences sont inutiles, et dans sa folie, il charge Haru sans réfléchir. Haru le désarme facilement et, pensant que Tanaka est à court d'astuces, s'apprête à l'achever. Cependant, l'épée de Tanaka revient et transperce Haru, qui se rend compte que Tanaka cachait toujours ses capacités de contrôle à distance. Tanaka déclare qu'il a quand même gagné à la fin et commence à taillader Haru, mais ce dernier le repousse d'un coup de poing. Il réussit à bloquer les dégâts avec sa compétence d'emballage et décide alors de mettre fin au combat en utilisant la compétence Gambi pour porter un coup que Tanaka ne peut pas esquiver. Tanaka perd connaissance et tombe au sol, et Haru s'en va en disant que même s'il n'a pas de capacité OP, il a ses trucs. Cependant, il est aussi complètement épuisé maintenant, et les dommages ont finalement commencé à montrer leurs effets sur son corps. Il n'a plus la force de continuer à avancer et tombe à genoux, pensant que c'est la fin. Il pense à la déléguée de classe et à ses amis alors qu'il est sur le point de perdre connaissance, mais quelqu'un le soutient. Haru ouvre les yeux et voit les intellos. Il est déçu qu'il soit arrivé trop tard, mais ils lui disent de se plaindre plus tard. Ils lui donnent des potions de guérison et le soutiennent pendant qu'il retourne à la ville. Haru leur demande ce qu'il faisait dans la forêt, et ils lui révèlent qu'en revenant d'une partie de chasse, ils ont vu leurs camarades de classe et ont appris par les sportifs qu'il essayait de combattre Tanaka,
alors ils se sont immédiatement précipités pour l'aider, mais ils sont arrivés un peu tard. Ils atteignent bientôt la ville, et tout le monde les attend aux portes. Les filles entourent Haru, s'offrant à lui comme récompense, mais il s'éloigne nerveusement d'elle et applaudit le chef des sportifs. Les filles l'entraînent à l'intérieur, et les tiktokers, vaniteux, s'excusent auprès des intellos pour leurs actions passées. Haru pense que c'est la fin heureuse que tout le monde voulait, et qu'il n'a plus aucun rôle à jouer. Il décide de s'éclipser pendant que tout le monde est occupé, mais la déléguée de classe l'arrête et lui demande où il va. Il panique, puis elle le prend soudainement dans ses bras, disant qu'elle était vraiment inquiète pour lui. Haru s'excuse, mais la déléguée de classe lui dit que ses excuses ne suffiront pas, elle a rassemblé toutes les filles de la classe, qui vont lui reprocher d'avoir quitté la ville sans les prévenir. Haru panique, mais il n'a pas le choix, les filles le ramènent en ville pour le réprimander et ensuite, aspirer son âme. Plus tard dans la nuit, Haru rêve d'une personne enchaînée au fond d'un donjon, attendant qu'une personne vienne s'y installer. La personne enchaînée apparaît comme une fille à un moment donné, puis comme un squelette la seconde suivante. Haru se réveille instantanément à la fin du rêve et se demande s'il ne s'agit pas d'une allusion à quelque chose. Le lendemain, alors qu'il se réveille et se rend à la taverne, il y trouve la bande d'intellos, qui sont prêts à s'aventurer dans le donjon pour chasser des monstres. Ils expliquent à Haru qu'ils sont à la recherche d'un objet rare qui augmente leurs points RIS et modifie la façon dont les autres les perçoivent. Haru dit que c'est parfait pour les nerds comme eux, que personne n'aime, et ils répondent qu'ils pourraient dire la même chose de lui. Après leur départ, Haru se dit que son travail ici est terminé et qu'il devrait retourner dans sa grotte confortable dans la forêt. Mais la déléguée de classe est juste derrière lui, elle est furieuse qu'il essaie encore de s'échapper et est prête à devenir Super Saiyan. Haru lui demande d'avoir pitié de lui parce qu'il a été sermonné pendant 1 milliard d'heures hier soir, mais la déléguée de classe lui dit que c'était le sermon collectif de toutes les filles, et que sa réprimande personnelle n'est pas encore terminée. Haru commence à transpirer et tombe à genoux en promettant de ne plus rien faire de dangereux, et la déléguée de classe le laisse enfin tranquille. Il est encore ébranlé, mais il pense alors à l'objet dont parlaient les intellos. Il se dit que s'il peut l'utiliser pour augmenter son affinité avec la déléguée de classe et les autres, il ne se fera plus jamais gronder et pourra retourner à sa vie de solitaire en toute tranquillité. Il décide donc de se rendre au donjon, mais en chemin, il rencontre soudain une bande de monstres porcins prêts à chasser des humains. Cependant, Haru pense qu'ils sont exactement ce qu'il lui faut pour s'échauffer. De retour en ville, la déléguée de classe reçoit une mission d'asservissement de monstres de la part du maître de la guilde quand soudain la noble Marie arrive en courant et les informe d'une épidémie massive de monstres. Elle raconte qu'une immense horde d'orques s'approche de la ville et a déjà détruit plusieurs villages sur son passage. Les aventuriers se préparent immédiatement à combattre les orques, et la déléguée de classe propose également son aide. Elle retourne à l'auberge en courant pour rallier tout le monde, mais se demande alors où est passé Haru. En ce moment même, il fonce vers les orques tout en analysant la situation. Il élimine rapidement les plus petits orques, puis s'attaque à leur chef. Il attaque le roi des orques avec son bâton, mais cela ne fait pas beaucoup de dégâts. Haru lance de puissantes attaques sur le roi des orques jusqu'à ce qu'il soit assommé, puis reprend sa marche vers le donjon. Il trouve rapidement le donjon et utilise sa compétence de furtivité pour y entrer sans alerter le garde à l'extérieur. Le petit garçon qui sommeille en lui est très enthousiaste à l'idée d'explorer le donjon, et il trouve rapidement une boîte à trésors. Cependant, il n'y a que de la camelote dedans, à sa grande déception. Haru essaie d'autres boîtes à trésors, mais elles sont toutes plus inutiles que mon diplôme universitaire. Il commence à se dire qu'il aurait dû demander l'avis d'un expert avant de venir dans le donjon, et cela lui fait immédiatement penser à l'énergumène qui vend des objets spéciaux trouvés dans le donjon, et il décide d'aller lui en parler. Haru retourne en courant à la ville, où les aventuriers et les filles attendent de pied ferme l'attaque des orques. Ils attendent depuis midi et se demandent si les orques vont vraiment arriver. Soudain, ils aperçoivent quelqu'un à travers le nuage de poussière, mais ce n'est qu'Haru. La déléguée de classe est choquée de le voir, et elle court immédiatement vers lui. Il lui demande pourquoi tout le monde est à la porte et pourquoi ils ont allumé un feu de joie. La déléguée de classe lui explique qu'un village voisin a été attaqué par des monstres et que cette ville est maintenant en danger. Elle lui dit que pendant qu'ils étaient ici à essayer de protéger la ville, il était en train de faire le pitre quelque part sans se rendre compte du danger. Haru devient nerveux car il pense qu'une autre nuit de réprimande l'attend quand soudain il entend un gars parler des orques. Il révèle nerveusement qu'il a peut-être éliminé toute la horde d'orques sur son chemin, et cette nouvelle laisse tout le monde abasourdi. Alors que tout le monde est impressionné par sa force, ses camarades de classe sont furieux parce qu'il a fait une chose dangereuse juste après leur avoir promis qu'il ne le ferait plus. Plus tard, il retourne à la guilde, où Marie et le maître de la guilde remercient Haru, mais la déléguée de classe se plaint toujours qu'il fasse des choses dangereuses. Les autres disent à Haru qu'il le sermonne pour son propre bien car les monstres sont devenus plus forts et plus violents ces derniers temps, ce qui est un signe avant-coureur d'une ruée de monstres. Cette fois, même le maître de la guilde et Marie lui demandent de ne rien faire de dangereux, et il leur promet, comme les politiciens le font tous les 4 ans. Le lendemain, Haru rend visite à l'étrange commerçant, qui panique en le voyant et lui dit qu'il n'a rien à vendre aujourd'hui.
Haru lui explique qu'il n'est pas là pour acheter des objets, mais pour obtenir des informations sur un objet capable d'augmenter l'affinité d'une personne. Le commerçant lui parle des anneaux de phéromones, ce qui fait monter le sang de Haru à son entrejambe, et il demande où il peut les trouver. Le commerçant lui répond que les anneaux se trouveront probablement dans une zone du donjon qui n'a pas encore été explorée, et que ces endroits ne peuvent être trouvés qu'à partir du 50e étage. Haru est enthousiaste, mais le commerçant l'avertit que chaque étage a un monstre boss qu'il faut vaincre pour accéder au suivant. Le commerçant essaie simplement de lui vendre des potions en l'effrayant, mais Haru dit qu'il en commandera à Temu. Cependant, le gang des nerds l'entend et informe immédiatement les filles de ses plans. Elles sont plus déterminées que jamais à empêcher Haru de risquer sa vie et d'utiliser un objet risqué. Elles le suivent avec colère et le confrontent au sujet de l'anneau de phéromones. Haru invente une histoire sur la recherche de l'anneau de Salomon, qui permet de se transformer en princesse Disney et de parler aux animaux, mais personne n'y croit, alors il court jusqu'au donjon, et le garde ne fait rien d'autre que de lui dire de ne pas entrer. Le reste de ses camarades de classe le suivent, et la déléguée de classe lui dit d'arrêter de courir, sinon il sera pris dans un piège. Haru a confiance en sa chance, mais soudain, il touche un mur qui s'écroule et tombe dans le trou. Il continue de tomber pendant un long moment et utilise la magie de la terre pour rendre le sol rebondissant, comme il l'avait fait avec le Gear 5 de Luffy. Grâce à cela, il ne se blesse pas à l'atterrissage et commence à regarder autour de lui pour savoir où il se trouve. Dans sa lutte pour explorer la région sombre, il apprend soudain la compétence de connaissance de l'espace ainsi que la détection des pièges. Il utilise immédiatement ces deux compétences pour scanner la zone et découvre qu'il se trouve au 101e étage alors que le donjon est censé n'en compter que 100. Il est terrifié à l'idée d'affronter un monstre boss extrêmement puissant, mais traverse tout de même les couloirs remplis de mana sombre. Il atteint une pièce au bout du couloir, et lorsqu'il ouvre la porte, une forte bourrasque de vent causée par le mana écrasant l'emporte presque. Haru se demande qui peut avoir un mana aussi puissant quand soudain il voit le squelette enchaîné qu'il a vu dans ses rêves la nuit dernière. Il continue à marcher vers le monstre squelettique et découvre qu'il s'agit de l'empereur du donjon, qui règne sur tout l'endroit. Il s'agit d'un monstre de niveau 100, et Haru commence à trembler en réalisant ce qu'il attend. Il utilise sa compétence d'évaluation sur l'empereur du donjon, mais toutes ses statistiques et compétences sont cachées. Ce qui est révélé suffit à le terrifier au plus haut point, car l'empereur appartient à plusieurs races de monstres, comme les liches. Haru pense qu'il ne peut pas battre l'empereur du donjon en combat à distance, il décide donc de s'approcher rapidement de lui et de lui porter un coup surprise. Cependant, le monstre bloque facilement l'attaque, et Haru décide d'utiliser sa vitesse écrasante contre lui en utilisant sa compétence Gambi. Haru commence à transpirer en réalisant que ce combat sera le plus difficile. Malgré cela, il est déterminé à trouver un moyen de trouver la faiblesse de l'empereur du donjon et de le vaincre. Pour contrer la super vitesse de l'empereur du donjon, Haru décide d'utiliser tout son pouvoir magique pour augmenter sa vitesse. Il se précipite vers l'empereur des donjons et le frappe, mais celui-ci bloque facilement l'attaque. Haru décide d'aller encore plus vite, mais il a beau essayer, il n'arrive pas à percer les défenses de l'empereur des donjons et à le frapper. Soudain, il se voit poignarder en plein cœur et s'écarte de la trajectoire de l'empereur des donjons alors qu'il lance sa lame dans sa direction. Haru remercie sa compétence Divine Sight qui s'est manifestée dans sa lentille de contact après avoir observé les mouvements ultra rapides du monstre boss. Cette nouvelle compétence lui permet de jeter un coup d'œil dans le futur, mais il sait que s'il baisse sa garde ne serait-ce qu'un instant, il sera mort. Pour éviter que ses pensées ne le distraient, il fonce sur l'empereur du donjon et brandit son arme sans relâche. L'adrénaline d'un combat où sa vie est en jeu commence à envahir son esprit, et il se sent exalté. Cependant, il atteint rapidement ses limites, et en balançant son bâton, il tombe au sol. Il transpire à grosses gouttes et respire bruyamment car il a épuisé son mana et son endurance, mais son ennemi est toujours le même. Il tente de se relever alors que l'empereur des donjons s'avance vers lui, mais ses jambes ne sont pas assez fortes. Heureusement, l'empereur des donjons attend qu'il retrouve ses forces. Haru se demande pourquoi il n'attaque pas, mais il réalise soudain que l'empereur des donjons n'a pas montré la moindre intention meurtrière pendant tout leur combat. Il se rend compte que le monstre patron sait qu'il peut tuer tous les intrus sans difficulté, et c'est pourquoi il ne montre pas d'hostilité envers lui. Haru se relève et dit à l'empereur du donjon d'arrêter de le sous-estimer. Il fonce et attaque l'empereur, qui donne un coup d'épée sans conviction, ce qui permet à Haru de se glisser derrière lui. Haru tente de profiter de cette occasion pour porter un coup, mais l'empereur des donjons était lui aussi prêt, et il pointe son épée vers sa gorge pour lui montrer qu'il ne peut pas le vaincre. Au début, Haru est furieux que l'empereur des donjons ne le prenne pas au sérieux, mais il commence à douter. Il voit l'aura sombre et menaçante qui entoure le monstre squelettique et se demande s'il est contrôlé par cette aura. Haru comprend alors que l'empereur du donjon est contraint de se battre contre sa volonté quand il voit soudain son bâton briller et absorber l'aura sombre. Il ne comprend pas comment son bâton a pu acquérir le pouvoir de contrer une telle malédiction, mais il décide de l'utiliser et d'aspirer toute l'aura sombre. Il attaque l'empereur du donjon et commence à aspirer l'aura sombre dans son bâton. Puis, au bon moment, il frappe l'aura au-dessus de l'empereur du donjon,
l'annulant complètement. Au moment où Haru fait cela, l'empereur des donjons dépose son épée, et il comprend qu'il n'a jamais voulu se battre contre lui. Au lieu de cela, il voulait se libérer du contrôle de l'aura sombre et connaître le repos éternel. Haru s'approche du guerrier squelette et lui demande s'il veut mourir en paix. Soudain, il lâche son épée et les ténèbres commencent à revenir dans son corps. Haru pense qu'il doit tuer l'empereur du donjon avant qu'il ne souffre à nouveau des ténèbres et lève son bâton, mais il est incapable de frapper. Au lieu de cela, il étreint l'empereur des donjons, pensant qu'il s'agit d'un solitaire comme lui. À sa grande surprise, son geste touche l'âme de l'empereur des donjons et active la compétence servitude, le transformant en son serviteur. Haru panique en voyant cela, mais il est soulagé de ne plus avoir à affronter les ténèbres du donjon. Il demande à l'empereur du donjon s'il déteste être son serviteur, et celui-ci secoue la tête pour montrer que non. Haru se rend compte que le guerrier squelette le comprend et n'est pas hostile. Il décide d'utiliser à nouveau sa compétence d'évaluation pour voir si quelque chose a changé, et il constate que son niveau et son espèce ont été réinitialisés. De plus, il peut voir le vrai nom de la guerrière squelette. Il s'avère qu'elle était une fille nommée Angelica avant de se transformer en squelette. Haru panique, pensant que le délégué de classe va le réprimander pour avoir encore utilisé la servitude sur une fille. Il se dit alors que comme il s'agit d'un squelette, tout devrait bien se passer. Il décide de retourner en ville avec sa nouvelle servante et trouve une porte qui les mène au 100e étage du donjon. Haru voit des escaliers et pense qu'ils peuvent facilement monter, mais soudain, le maître de l'étage apparaît devant lui. C'est une armure vivante de niveau 100, et Haru perd espoir car il n'est plus en état de se battre. La guerrière squelette Angelica essayait de ne pas le tuer, mais l'armure vivante ne semble pas être d'humeur à faire preuve de pitié. Haru a soudain une idée qui n'implique pas l'utilisation d'escaliers, et il utilise la magie de la terre pour créer un trou dans le toit afin de grimper à l'étage suivant. Cependant, 2 minotaures de niveau 99 en colère le regardent, et ils sautent pour rejoindre le combat. Haru a la chance du diable, et les minotaures sautent directement sur l'armure vivante, la battant et prenant suffisamment de dégâts de chute pour réduire leur HP à un seul point. Il les achève d'un seul coup, puis Angelica pointe du doigt l'armure, laissant entendre qu'elle la veut. Haru lui dit d'y aller, et elle porte l'armure qui est trop grande pour elle. Cependant, l'armure se réajuste magiquement à sa taille et prend même ses 3 mensurations, pour le plus grand plaisir de Haru. Il décide d'évaluer l'armure et découvre qu'elle est maudite. Cela contrarie Angelica qui, comme n'importe quelle fille, s'attendait à un compliment. Elle commence à monter les escaliers en colère, et Haru la suit. De retour chez Haru, il a découvert que le moyen d'améliorer l'humeur d'Angelica est de lui donner ses vieilles robes pour qu'elle ait l'air plus à la mode. Alors qu'elle se pomponne, le sens de l'araignée d'Haru se met à vibrer, et il sent qu'un danger se profile à l'horizon. Soudain, une liche de niveau 98 arrive, et en l'examinant, Haru s'aperçoit que seule la magie divine fonctionne sur elle. La liche l'attaque, et il l'esquive de justesse avant de se rappeler que son bâton contient une sorte de sort divin. Il active le pouvoir divin de son bâton et frappe la liche avec, la battant facilement. À l'étage suivant, Haru trouve un groupe de papillons de nuit venimeux, mais il connaît leur faiblesse évidente. Il envoie une boule de feu au milieu du groupe de papillons de nuit, qui sont tous attirés vers elle. Il verse ensuite plus de mana dans la boule de feu pour la faire grossir, ce qui permet d'éliminer tous les papillons d'un coup. À l'étage suivant, il trouve les chenilles qui se transformeront un jour en papillons de nuit, et heureusement, elles ont aussi l'arme de leur propre mort sous la forme de fils collants. Haru utilise les fils et la magie de la terre pour créer un tapis de terre qu'il fait rouler sur les chenilles, les tuant toutes sans effort. Cependant, sa belle série de victoires est interrompue au 95e étage lorsqu'il sent une aura inquiétante tout autour de lui. Des vents violents commencent à souffler alors qu'il s'approche du boss, qui est une épée vivante de niveau 100. Haru pense que c'est de la triche que le boss soit à un niveau supérieur à celui de l'étage, et il ne semble pas qu'il sera aussi facile à vaincre que les boss précédents. L'épée l'attaque, et Haru se déplace rapidement derrière son dos exposé pour la vaincre. Cependant, l'épée esquive et lance une contre-attaque qui choque Haru. Il parvient à l'esquiver, puis l'une des épées plus petites l'attaque à son tour. Il se rend compte qu'il ne peut pas faire face à ce type d'ennemi, mais il sait qui peut le faire. Il désigne donc Angelica et lui dit de s'occuper des monstres à épée, car c'est son domaine. Angelica libère sa puissante aura en dégainant son épée, et l'épée vivante libère elle aussi toute sa puissance en réponse. Angelica fonce droit sur elle, et Haru panique, pensant que ce n'est pas la meilleure stratégie. À sa grande surprise, Angelica domine facilement l'épée vivante et la détruit en un seul coup. Haru se rend compte qu'il a eu de la chance qu'Angelica ne veuille pas le tuer lorsqu'ils se sont battus, mais qu'à présent, elle est sa meilleure alliée. De leur côté, les camarades de classe de Haru ont atteint le 50e étage en le cherchant, où ils affrontent un terrifiant cyclope à 4 bras. Ils ne peuvent résister aux monstres géants et sont sur le point d'être anéantis. Le chef des sportifs et le chef des intellos commencent à se demander ce que ferait Haru dans une telle situation, et ils se mettent soudain d'accord sur ce qu'ils doivent faire. Ils vont soutenir la déléguée de classe, qui traverse une période difficile en première ligne, et lui font part de leur plan. Le plan est risqué,
Mais l'athlète en chef obtient l'accord de la déléguée de classe. Il utilise sa compétence d'hyperaccélération pour submerger le Cyclope avec sa vitesse pendant que les filles le distraient avec des attaques magiques. Le Cyclope le gifle avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, mais cela faisait partie de leur plan. L'athlète principal n'était qu'un leurre qui devait distraire le Cyclope pendant que l'intello principal chargeait son arc. Il lance son attaque la plus puissante et fait exploser l'œil du Cyclope, le vainquant, et toute la classe se réjouit. Pendant ce temps, alors que Haru et Angelica grimpent les étages, le donjon se met soudain à trembler tandis qu'une énorme horde de monstres se met en branle. De retour à l'entrée du donjon, le garde se lamente sur le fait que personne ne le respecte et que les élèves sont entrés dans le donjon alors qu'il les avait prévenus d'une ruée de monstres. Soudain, tous les rats du donjon sortent en courant, et lorsque le garde se retourne, il est choqué de voir des monstres baveux menaçants venir vers lui. Il panique et court à la guilde des aventuriers, informant le maître de la guilde que la ruée a commencé. La jeune fille noble, Marie, est également présente, ainsi que quelques aventuriers expérimentés, et ils sont tous inquiets de la débandade. Le maître de la guilde sort de son étagère un vieux parchemin qui montre un plan du donjon. Il explique que les donjons sont un peu comme des êtres vivants, et qu'ils grandissent en s'enfonçant dans le sol. Lorsqu'ils atteignent leur dernier étage, leur croissance s'arrête et un grand nombre de monstres apparaissent, qui se précipitent à l'extérieur parce que le donjon ne peut plus les contenir. Le parchemin indique également que le seul moyen d'arrêter la ruée est de tuer le chef du donjon à l'étage le plus bas, car la défaite du chef fera disparaître tous les monstres. Les aventuriers se demandent qui peut bien faire cela, et Marie pense immédiatement à Haru. Soudain, la terre tremble et les monstres commencent à attaquer la ville. Le maître de guilde envoie un aventurier évacuer les citoyens et un autre rassembler tous les aventuriers et soldats à la porte de la ville afin qu'ils puissent la défendre. À l'intérieur du donjon, Haru continue de grimper sans difficulté. Il trouve une bande de griffons à un étage et leur jette du poisson empoisonné. Les griffons les mangent immédiatement et tombent rapidement inconscients sur le sol. Haru se contente de les frapper, les transformant en XP, puis monte à l'étage. De retour aux portes de la ville, les aventuriers ont repoussé la première vague de la ruée, mais beaucoup d'entre eux ont été gravement blessés. Marie est inquiète, et soudain, l'un des aventuriers se souvient que les élèves sont allés dans le donjon plus tôt dans la journée et qu'Haru était avec eux. Le maître de guilde réfléchit et se dit que Haru est probablement le seul à pouvoir tuer le boss du donjon et mettre fin à la débandade. Il veut transmettre ce message à Haru, et tout le monde se demande qui va le faire. Il fixe Marie, car elle est la seule à ne rien apporter au combat, alors autant qu'elle soit la messagère. Elle est terrifiée et a les larmes aux yeux en entendant cela et dit qu'elle ne peut pas se rendre seule dans un endroit grouillant de monstres. Le maître de la guilde comprend son inquiétude et envoie un certain Ofté pour l'escorter. Ofté dit que s'il va dans le donjon, ils auront un guerrier de moins ici, mais le maître de la guilde dit qu'il est le fils illégitime de Barbe Blanche et jure sur sa moustache qu'il retiendra tous les monstres qui viendront ici. Pendant ce temps, dans le donjon, Haru arrive au 81e étage dont le thème est l'eau et dont les monstres ressemblent à des piranhas. Alors qu'il se demande quoi faire et jette un coup d'œil à l'eau, des piranhas l'attaquent. Heureusement, Angelica le protège en tailladant les poissons. Haru se souvient avoir vu ces poissons au marché, mais ils étaient congelés. Il utilise donc la magie de la glace pour abaisser la température de l'eau, ce qui ralentit les poissons. Il utilise ensuite la compétence d'emballage pour les congeler dans la glace avec succès. Il pense qu'ils pourront facilement franchir cet étage et court sur les marches, gelant tous les poissons qui se trouvent près de lui. Soudain, un énorme piranha sort de l'eau et Haru réalise qu'il s'agit du chef de cet étage. Il semble en colère contre lui parce qu'il a gelé sa famille et l'attaque avec une énorme vague. Angelica abandonne Haru au dernier moment, et il est emporté sous l'eau. Cependant, il fabrique une planche de surf avec la magie de la terre et se propulse instantanément. Il surfe sur la vague et saute ensuite vers la tête du piranha géant, l'assommant d'un seul coup. Après avoir confirmé que le monstre était vaincu, Haru se met à l'abri et reprend joyeusement son voyage vers le sommet du donjon. Il a encore plus confiance en ses capacités et monte rapidement. Au 79e étage, il trouve l'anneau du pèlerin qui apporte le bonheur et protège de la malchance. Au 77e étage, il trouve le bracelet béni qui peut dissiper une malédiction, mais une seule fois. Au 75e étage, il bat le boss de l'étage et obtient la boule de nécromancie qui peut contrôler les vivants et les morts. Haru est ravi de trouver tout ce trésor, mais il se rend compte qu'il n'est ni maudit ni malchanceux. Il se retourne soudain et offre la bague et le bracelet à Angelica, lui disant qu'elle peut se libérer de sa malédiction et trouver le bonheur grâce à eux. Il ajoute même la boule de nécromancie en bonus. Angelica tente de refuser, mais Haru la pousse à accepter les objets, disant que les filles aiment les accessoires, et qu'elle devrait donc les accepter. Finalement, Angelica prend les 3 objets et leur pouvoir commence à agir sur elle. Haru ne s'en aperçoit pas et s'enfuit pour explorer le donjon. Pendant ce temps, Angelica enlève son casque pour révéler qu'elle s'est transformée en une véritable humaine. Elle remet rapidement son casque pour poursuivre Haru. De leur côté, les camarades de classe de Haru viennent de terminer un long et rude combat contre une meute de loups-garous lorsqu'ils sentent soudain quelqu'un s'approcher d'eux. Ils pensent qu'il s'agit d'un autre monstre, mais heureusement,
Il s'agit d'Ofté et de Marie. Il raconte à tout le monde la débandade et explique qu'ils ont besoin de l'aide de Haru, mais en apprenant qu'il a été séparé du reste de l'équipage, Marie perd tout espoir. La déléguée de classe la réconforte et dit ensuite à tout le monde qu'ils n'ont pas le temps de se reposer parce qu'ils doivent trouver Haru rapidement. Pendant ce temps, Haru joue à The Floor is Lava avec le donjon. Il parvient à gérer la chaleur tout en traversant un pont au-dessus du lac de lave lorsqu'il manque de faire une chute mortelle. Angelica le retient et lui dit de se reposer dans un coin, et Haru reprend l'idée. Il se demande comment retrouver l'endurance qu'il a perdue à cause de la chaleur. Soudain, une brise légère s'échappe d'un trou dans le mur. Il y met la tête et utilise la magie du vent pour se rafraîchir. Par coïncidence, l'autre extrémité du trou se trouve au sol, là où se trouvent tous les autres élèves, et la déléguée de classe entend Haru s'exclamer à propos du vent frais. Elle l'appelle et Haru répond. Il réalise qu'il s'agit du trou par lequel il est tombé et se demande s'il peut en sortir. Il se souvient qu'il n'a pas pu le faire la dernière fois et demande à la déléguée de classe si quelqu'un a une corde. Ils n'ont rien pour l'aider, mais quand Haru apprend qu'ils sont au 54e étage, il pense qu'il peut y arriver rapidement. La déléguée de classe l'arrête et lui dit que la ville est en danger. Elle lui parle de la bousculade, puis Marie et Ofté lui disent qu'il doit vaincre le chef pour y mettre fin. Haru jette un coup d'œil à Angelica, puis dit à tout le monde qu'il a déjà vaincu le chef. Tout le monde est étonné d'entendre cela et se demande comment il peut y avoir une deuxième vague de la ruée si le chef est vaincu. L'aventurier demande à Haru s'il est sûr d'avoir tué le boss, car c'est en le tuant que l'on résoudra le problème de la ruée des monstres. Haru se rend compte que s'il veut sauver la ville, il doit tuer Angelica. Il commence à penser qu'elle n'est qu'une fille qui a été piégée dans le donjon pendant tout ce temps, et qu'il a formé un lien étroit avec elle maintenant. Il ne veut pas la tuer et dit à tout le monde qu'il n'a pas tué le patron. Il commence à réfléchir à un moyen d'assurer la sécurité de la ville sans envoyer Angelica dans l'au-delà. Il décide de faire tout ce qu'il faut et dit à Angelica qu'il aura besoin de son aide. Il déclare alors à ses camarades de classe qu'il va arrêter la ruée lui-même, et ils sont choqués car il n'y a pas d'autre moyen d'arrêter la ruée que de tuer le chef. Cependant, la déléguée de classe dit qu'elle croit en Haru parce que, bien qu'il soit un solitaire pathétique qui les inquiète tous, il s'en sort chaque fois que c'est nécessaire. Elle rappelle à tout le monde que Haru les a sauvés à maintes reprises, ce qui explique sa confiance en lui. Entendre ces paroles donne à Haru une nouvelle dose de confiance, et il jure qu'il sauvera la ville ainsi qu'Angelica. Avec cette motivation, Haru et Angelica commencent à parcourir le donjon en vitesse, atteignant le 73e étage en un rien de temps. Ils y trouvent des hommes lézards, mais Haru sait qu'ils sont faibles au froid, alors il les gèle rapidement avec la magie de glace, puis Angelica les écrase. À l'étage suivant, il rencontre des scorpions, et Haru utilise de la fumée pour lutter contre les parasites. Ensuite, ils affrontent un chien à deux têtes qui est fort et rapide, mais Haru lui jette ses pets en bouteille sur le nez pour lui faire perdre son odorat sensible. Le chien à deux têtes ne peut plus se concentrer sur le combat, ce qui permet à Angelica de le couper en deux. Après cela, Haru décide de trier tous les objets qu'il a récupérés en battant les monstres, et Angelica lui fait signe de prendre un peu de repos. Il répond qu'il ne peut pas se permettre d'attendre, car le sort de la ville entière repose sur ses épaules. Ils atteignent bientôt le 69e étage où un oiseau hypnotiseur utilise son pouvoir sur eux pour les endormir. Haru pense que cela ne l'affectera pas grâce à sa compétence santé générale, mais il est trop fatigué, et la compétence ne s'active pas à temps, ce qui le rend très somnolent. Il s'assoupit, mais heureusement, Angelica n'est pas affectée, elle le porte sur son dos et lui dit de continuer à se reposer. De leur côté, les camarades de classe de Haru se battent contre un sphinx de niveau 100, qui est plus fort que tous les adversaires qu'ils ont affrontés jusqu'à présent. Ils ne parviennent pas à lui infliger de dégâts durables car il guérit instantanément des dégâts physiques et magiques. L'aventurier nommé Ofté leur dit qu'il ne pourrait pas vaincre le sphinx même s'il pouvait lui infliger des dégâts car les rumeurs disent qu'il est immortel. Il explique que le sphinx aime poser des énigmes aux aventuriers et n'accepte que ceux qui y répondent correctement. Il ajoute que l'attaquer était une mauvaise idée, car il est maintenant déterminé à se débarrasser des élèves. Pendant ce temps, Angelica a transporté Haru au 59e étage et il est enfin prêt à reprendre part à l'action. Alors qu'il essaie de trouver un moyen de franchir le sol friable, il sent soudain une présence familière à l'étage. Il s'agit en fait de ses camarades de classe, qui ont été complètement vaincus par le sphinx. Le monstre géant attaque le class rep, mais soudain, Haru arrive sur les lieux et l'attaque avec son nouvel équipement magique fusionné pour annuler l'immunité aux dégâts physiques. Bien que son attaque initiale ne fasse aucun dégât, elle permet à Angelica d'attaquer le sphinx et de lui trancher la tête, le tuant pour de bon. Après cela, Haru et la déléguée de classe se regardent, et elle lui souhaite la bienvenue en disant que tout le monde attendait son retour. Tout le monde lui dit qu'il est en retard, puis la déléguée de classe demande ce qu'il en est du chevalier qui l'accompagne. Haru est sur le point de la présenter lorsque le sol sous ses pieds s'effrite, et il recommence à tomber dans les profondeurs du donjon. Cependant, il utilise des mouvements semblables à ceux de Spider-Man pour marcher sur les décombres et revient sur le sol.
Il dit à tout le monde de ne pas s'inquiéter pour lui car il a acquis de nouvelles compétences qui lui permettent d'être vigilant face à de tels dangers, mais il se porte la poisse en disant cela, car le sol sous ses pieds se brise à nouveau. Haru n'est pas du tout préparé à cela et accepte son sort, mais la déléguée de classe court vers lui et lui attrape la main. Elle se souvient qu'elle n'a pas réussi à le protéger la dernière fois et jure qu'elle ne le laissera pas partir cette fois-ci. L'intello en chef et le sportif en chef viennent l'aider à relever Haru, mais ils n'ont pas le temps de se détendre, car la troisième vague de la bousculade est déjà à l'étage en dessous d'eux. Tout le monde panique et la déléguée de classe demande à Haru s'il a un plan pour sauver la ville. Il lui répond qu'il a un plan et qu'Angelica en est la clé. La déléguée de classe lui pose des questions à son sujet, mais Mariel panique et dit qu'ils doivent retourner en ville immédiatement. Ofté est d'accord et dit qu'ils vont prendre la porte de distorsion pour atteindre la surface directement, et Haru est choqué parce qu'il n'a rien vu de tel sur son chemin. Ofté lui explique qu'il ne l'a pas vu parce qu'il grimpait dans le donjon et que le mécanisme ne fonctionne pas dans ce cas. Bientôt, Haru et les autres atteignent la porte de la ville, où le maître de la guilde et d'autres montent la garde en prévision de la troisième vague de monstres. Soudain, la troisième vague arrive, et elle est bien plus importante que les précédentes. Alors que les monstres inondent les plaines et que les griffons s'envolent dans le ciel, les aventuriers font dans leur froc, car les deux vagues précédentes n'étaient qu'un avant-goût, et celle-ci est d'une toute autre ampleur. Tout le monde abandonne l'espoir de gagner, mais Haru donne un signal à Angelica, qui se lance et dégaine son épée. Elle frappe le sol avec son épée, libérant une grande quantité d'énergie qui commence à voyager dans toutes les directions, couvrant toute la ville et la zone du donjon dans son rayon d'action. Haru pense qu'étant donné qu'Angelica est vraiment la patronne du donjon et qu'elle a tué sans effort les monstres sur son chemin vers le sommet, elle pourrait avoir un contrôle absolu sur les monstres également. Il est persuadé que son pouvoir peut faire disparaître tous les monstres d'un seul coup, et sa supposition s'avère exacte, car l'énorme champ magique créé par Angelica efface tous les monstres de l'existence en l'espace de quelques secondes. Tout le monde est abasourdi par ce spectacle, et Haru va frapper Angelica du poing. Il soupire de soulagement en disant que son plan a vraiment fonctionné. Ses camarades de classe sont encore plus confus maintenant, et ils lui demandent si c'est son pouvoir. Haru leur dit que ce n'est pas lui mais Angelica qui a fait ce miracle, et elle commence à se montrer timide. L'intello en chef est la seule personne assez intelligente pour comprendre qu'Angelica est l'empereur du donjon, et tous les autres paniquent en l'entendant. Haru leur dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car Angelica est totalement de leur côté et lui a sauvé la vie des dizaines de fois dans le donjon. Les aventuriers croient en Haru et acceptent qu'Angelica n'est pas une menace pour eux, mais l'intello a encore quelques questions. Il demande à Haru si la femme chevalier est vraiment le grand patron du donjon, dont le pouvoir est encore plus grand que celui des monstres. Haru confirme, en disant qu'Angelica est effectivement la plus forte du donjon. Il explique qu'il s'est passé beaucoup de choses et que son niveau a été remis à zéro, mais qu'elle est toujours plus forte que la plupart des monstres du donjon. Il pensait que son pouvoir serait suffisant pour forcer tous les monstres à lui obéir, mais qu'il fallait être très proche d'eux pour l'utiliser. Les filles lui demandent ce qu'il est advenu des monstres, car elles craignent qu'il ne les attaque à nouveau, et Haru répond qu'ils doivent être en train de se reposer à leurs étages respectifs, car c'était un ordre de l'empereur du donjon. Il déclare que la ville est désormais en sécurité, et tous les visages s'illuminent. Ils se réjouissent de cette occasion et la paix revient rapidement dans la ville. Le lendemain, Haru décide d'organiser un événement avec tous les objets qu'il a récupérés dans le donjon, et le représentant de classe arrive bientôt avec tous les autres, comme il l'a demandé. Ils sont stupéfaits de voir une collection d'armes et d'armures rares exposées par Haru, et il annonce avec suffisance que tout ici est en vente spéciale Black Friday. Tout le monde se précipite pour acheter les engins, et la mention du mot « solde » donne aux filles le super pouvoir de pousser les garçons dans leur retranchement. Heureusement, Haru avait mis quelques articles de côté au cas où, et en vrai frère, il les partage avec les garçons. Bientôt, tout le monde reçoit quelque chose et se met à explorer ces engins. Haru est heureux que leur vie soit plus facile maintenant, mais il s'inquiète aussi pour Angelica. Il pense qu'elle n'a aucune capacité de communication après avoir passé autant de temps dans le donjon, et il se demande si elle sera capable de s'intégrer au reste de l'équipage maintenant qu'elle va vivre avec eux. Pendant que les amis de Haru pensent à la générosité dont il fait preuve en partageant avec eux son butin rare, il est occupé à compter l'or qu'il a reçu en échange du butin. C'est alors que la déléguée de classe vient lui parler, et il se dépêche de cacher l'or avant qu'elle ne l'accuse d'être un capitaliste au sang-froid. Elle remercie également Haru d'avoir fourni des objets rares à tout le monde, et comme Angelica arrive, elle la remercie également. Elle lui demande ensuite de présenter correctement la femme chevalier. Haru répond qu'il s'agit d'Angelica, une redoutable guerrière squelette qui était l'empereur du donjon qu'il a vaincu. La déléguée de classe lui demande s'il a utilisé l'anneau de phéromone sur Angelica pour qu'elle le suive, et il soupire en expliquant qu'il n'a jamais eu cet anneau. La déléguée de classe lui demande comment il a pu faire obéir l'empereur du donjon, et Haru révèle nerveusement qu'il a utilisé la compétence de servitude pour la transformer en servante. La déléguée de classe lui hurle dessus et le traite de pervers. Elle attrape la main d'Angelica et s'enfuit, essayant de la sauver de Haru, qui craint qu'il ne se passe quelque chose de bizarre entre Angelica et les autres.
La déléguée de classe conduit Angélica au dortoir des filles, où tout le monde se met d'un côté comme un jury d'entretien pour en savoir plus sur elle. Ils sont surpris d'apprendre qu'Angélica est une jeune fille de 17 ans comme eux, bien qu'elle soit l'empereur du donjon. Cependant, elle ne semble pas très enthousiaste à l'idée de parler avec les filles, et la déléguée de classe lui tient la main pour la réconforter. Elle comprend maintenant que Haru a utilisé sa compétence de servitude sur elle à son insu, et que c'est ce qui l'a libérée de la malédiction du donjon. Elle a pitié de la pauvre fille et décide de l'aider à se rapprocher de tout le monde, et pour cela, elle l'emmène immédiatement dans les salles de bain avec les autres filles. Angélica est fascinée par l'immense piscine où elle peut se baigner avec toutes les autres filles. Alors que tout le monde commence à se déshabiller, elle a du mal à enlever son armure. La déléguée de classe va l'aider, pensant que même si Angélica est un squelette, toutes les filles méritent une bonne toilette. Cependant, lorsqu'elle découvre une jambe humaine normale sous ses bas, elle est stupéfaite comme les autres filles. Elle l'aide à enlever complètement son armure, et leur mâchoire tombe par terre lorsqu'elle découvre qu'Angélica est une jolie bombe blonde. Pendant ce temps, Haru se détend dans sa chambre, pensant que même s'il n'a pas trouvé l'anneau de phéromone, son niveau a augmenté de 6, et qu'il a aussi gagné beaucoup de compétences utiles. Il se dit que puisqu'il n'aurait pas pu mettre fin à la ruée des monstres sans l'aide d'Angélica, il n'est pas assez fort, et qu'il devrait s'entraîner davantage. Le lendemain, il entre à l'auberge très joyeusement et demande au délégué de classe s'il peut retourner dans la forêt pour faire une course. La déléguée de classe se rend compte qu'il ne sait toujours pas la vérité sur Angélica, et elle veut garder ce pervers loin d'elle, alors elle l'autorise à aller dans la forêt à condition qu'il revienne à l'heure. Haru est ravi d'entendre cela et demande à Angélica de l'accompagner, craignant qu'elle ne s'ennuie en ville. Elle est prête à l'accompagner, mais la déléguée de classe panique, pensant qu'ils seront seuls tous les deux. Elle tente d'arrêter Haru, mais se demande alors pourquoi l'idée qu'il soit seul avec une fille l'a mise dans tous ses états. Elle lui dit simplement de faire attention, et Haru s'en va. Une fois arrivé dans la forêt, il essaie sa nouvelle compétence appelée phase, qui le transforme en flash pendant quelques secondes. Il passe accidentellement par-dessus une falaise parce qu'il ne peut pas contrôler la vitesse, mais utilise ses capacités pour atterrir en douceur. Juste à ce moment-là, Angélica arrive en le suivant, et elle glisse sur des champignons et tombe de la falaise. Haru la rattrape et remarque qu'elle est étonnamment lourde pour un tas d'os, ce qui la met dans l'embarras. Après cela, il retourne dans sa grotte et se détend dans son jacuzzi, demandant taquinement à Angélica de se joindre à lui, sachant qu'elle refusera cette suggestion parce qu'elle est une fille malgré son statut de squelette. Cependant, Angélica est légalement tenue d'obéir à ses ordres, et c'est donc vêtue d'une simple serviette qu'elle se rend à la salle de bain, ce qui fait paniquer Haru. Il ne tarde pas à comprendre qu'il s'agit du chevalier et l'emmène dans sa chambre pour en savoir plus sur elle. Il s'avère qu'elle est comme commissant et qu'elle ne peut même pas parler avec assurance, mais elle fait des gestes qui expliquent son histoire. Haru apprend que lorsqu'elle portait l'armure maudite, celle-ci créait de la chair autour de ses os afin qu'elle puisse s'y coller, mais que le bracelet de purification la neutralisait. Les deux autres trésors qu'il lui a donnés l'ont aidé à retrouver son âme, et elle a été complètement ranimée. Mais après avoir été enfermée dans le donjon sous la forme d'un squelette pendant 100 ans, elle a perdu la faculté de parler. Haru se rend compte qu'il est responsable de tout cela et qu'Angélica le suit partout pour rembourser sa dette. Il lui dit qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut maintenant, et qu'elle n'est donc pas obligée d'être toujours avec lui. Elle refuse passionnément cette suggestion et s'accroche à lui, ne voulant pas le laisser partir. Haru comprend qu'elle a besoin de rester aux côtés de quelqu'un après toutes ces années de solitude. Il commence donc à lui donner des tapes sur la tête et lui raconte des histoires drôles jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Après 10 jours passés sous le même toit, Angélica est devenue plus expressive avec Haru, qui lui demande de s'entraîner avec lui parce qu'il a une nouvelle compétence qu'il veut essayer. Elle accepte, et Haru lui demande de l'attaquer en premier. Elle obéit, et il utilise la compétence face pour esquiver toutes ses attaques avec précision. Il décide ensuite d'utiliser cette compétence pour l'attaquer, mais Angélica est beaucoup plus rapide que lui et lui assène facilement un coup à la tête. Elle craint d'avoir frappé trop fort et d'avoir tué les 2 cellules cérébrales qui lui restent, mais Haru lui dit de ne pas s'inquiéter car il s'agit simplement d'un entraînement qui lui permettra de devenir plus fort qu'elle. Après l'entraînement, il attrape du poisson et dit à Angélica qu'il va préparer un délicieux hot pot ce soir. Il lui apprend à découper correctement un poisson, et elle rougit de le trouver si proche d'elle. Après cela, ils dînent ensemble et Angélica a l'air suspicieusement timide pendant tout ce temps. Soudain, elle attrape la main de Haru et l'entraîne dans sa chambre, où elle le fait s'asseoir sur le lit. Elle se glisse derrière lui et pose sa main sur son dos, et il comprend parfaitement qu'elle essaie de lui faire un massage et rien d'effrayant. Angélica est contente qu'il l'ait si bien comprise et lui fait un massage complet, mais elle touche tous les points faibles et fait souffrir ses articulations comme si elles étaient rouillées. Haru reste silencieux parce qu'il ne veut pas la blesser, et Angélica n'est toujours pas satisfaite de sa quête de gratitude. Il lui demande de l'accompagner si c'est le cas, et ils sortent pour observer les étoiles. Haru lui tapote la tête pour la remercier d'être si attentionnée, et Angélica devient soudain rouge. Elle s'éloigne de lui et essaie nerveusement de lui dire merci, mais les mots ne sortent pas de sa bouche.
Elle est embarrassée, mais Haru la console en lui disant qu'il comprend qu'elle fait de son mieux. Le lendemain, il retourne en ville, et il commence à pleuvoir en chemin. Haru attrape la main d'Angelica et ils se mettent à courir. Une fois arrivés en ville, la pluie a disparu, mais ils se tiennent toujours la main, et les filles commencent à les taquiner, leur demandant s'ils se sont rapprochés à ce point. Les filles envahissent Angelica pour savoir ce qui s'est passé entre elle et Haru, tandis que les garçons entourent Haru et le traitent de traître pour avoir eu une petite amie alors que le reste d'entre eux est célibataire. Il les repousse toutes, puis Angelica s'approche de lui. Elle essaie de dire quelque chose, mais il lui demande de se calmer et se dirige vers le donjon. Soudain, Angelica lui demande d'attendre à voix basse, et Haru, stupéfait, se retourne immédiatement. Elle le remercie à nouveau dans un faible murmure, puis retourne vers le gang des filles. En la voyant ainsi, Haru réalise que peu importe le nombre de personnes qui vous entourent tout le temps, au bout du compte, tout le monde est un solitaire qui lutte pour survivre dans le monde. C'est pourquoi sa conviction de rester un solitaire dans un avenir proche devient encore plus intense, et il décide de partir à l'aventure. C'était l'épisode final. Abonnez-vous pour plus de récapitulatifs d'animes.